Bonjour à vous mesdames et messieurs, bon début de semaine, bienvenue encore à vous comme c'est le cas de lundi à vendredi sur notre antenne avec 10-12 le Zénith qui commence à l'instant et merci de vous asseoir confortablement, quoi qu'il en soit jusqu'à 12h vous serez servi. N'oubliez pas qu'en compagnie de la grande famille qui m'accompagne chaque matin dans ce programme, vous aurez encore l'occasion bien sûr de mieux comprendre le Cameroun. Série de décès au Cameroun en fin de semaine dernière, 6 grands noms ont quitté bien sûr le pays, entre autres Halim Hayatou, secrétaire d'État en charge des grandes pandémies au ministère de la Santé, le cardinal Christian Toumi, le professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la chaîne publique, la CRTV, et notamment Tif Moukete, le doyen d'âge du Sénat, à 103 ans. Il nous quittait pour dire également que Martin Léopold Aristide Okuda, ancien ministre également, s'en va et des messages de réconfort sont nombreux sur la toile aujourd'hui, mais une question évidente à l'entame de cette édition ce matin, c'est de savoir quel est ce mauvais vent qui souffle en ce moment au Cameroun. Sommes-nous bien sûr au bout de nos surprises? Réforme bien évidemment du système électoral aujourd'hui. Le peuple camerounais est-il prêt à accompagner les acteurs politiques qui, il y a de cela 2 semaines, ont choisi de se mettre ensemble pour repenser véritablement le système électoral dans les jours à venir? Quels sont les efforts du peuple camerounais aujourd'hui à se prendre en charge sur cette question urgente dans les prochaines séances électorales au Cameroun? Êtes-vous prêt en tant que Camerounais à accompagner bien sûr ces acteurs politiques, à voir dans quelle mesure on peut ensemble modifier le code ou le système électoral dans sa globalité? Le sujet est important, le sujet fait parler plus d'un Camerounais aujourd'hui. Devrons-nous rester muets devant ce qu'on appelle aujourd'hui les tripatouillages électoraux en permanence au Cameroun? Le peuple est-il sensible ou pas? La question ce matin est bien sûr posée. L'Union africaine, les Nations unies ou encore l'Union européenne seraient-elles complices à travers leur silence quant à ce qui concerne, on dira, les nombreuses arrestations et les condamnations de quelques Camerounais qui depuis des mois sont toujours dans des prisons? On cite ici Olivier Bibounissak, porte-parole du professeur Maurice Kamto et notamment acteur du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On revient également parler du professeur Alain Fogué. Il y a de cela 6 mois aujourd'hui, ils sont arbitrairement maintenus dans les prisons camerounaises. Et la question en même temps est de savoir comment peut-on comprendre le silence des Nations Unies, comprendre le silence de l'Union africaine, y compris de l'Union européenne face à ces arrestations arbitraires. Comment comprendre en même temps que ces Camerounais soient arbitrairement détenus? Ils ne sont pas seuls. Il y a également 160 Camerounais retenus, détenus, souvenez-vous, à la suite des marches du 22 septembre 2020, marche au cours desquelles, marche pacifique, qui permettait à ces Camerounais de demander au gouvernement de très vite faire en ce qui concerne la résolution de la crise anglophone aujourd'hui au Cameroun, mais surtout de revoir le système électoral. Une question évidente ce matin, le peuple camerounais est-il prêt ou pas? Bienvenue à la grande famille ce matin. Je commence avec vous, Mbombo Bengan Kandji. Bonjour et bienvenue, Mbombo. Bonjour, M. Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. 73 ans pour l'Union des populations du Cameroun, qui avait lui aussi posé le problème des élections. Donc, 52 plus tard, Oumniobel lui-même avait perdu des élections. Il en était de même de son camarade King Abel dans la région, la localité de Mungo. À l'époque déjà, le nombre de votants était supérieur au nombre des inscrits. Donc le fichier et les méthodes n'ont jamais changé. Merci. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mon Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, le peuple camerounais, en comprenant cela, en prenant conscience justement que ce tripatouillage, ces manigances ne datent pas d'aujourd'hui, est-il prêt à dire non en revoyant, en tentant d'accompagner ces acteurs politiques pour qu'on repense véritablement au système électoral? Votre avis? Absolument. Le peuple camerounais est prêt. Mais là aussi, je m'inspire des propos de Ruben Oumniobé qui a dit en septembre 57, « Nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. » Fin de citation. Donc en fait, il disait que les leaders politiques doivent venir au sein du peuple, aider ce peuple à dompter la peur. À l'époque, on parlait de pouvoir colonial. Aujourd'hui, c'est le pouvoir néocolonial, à vaincre la peur pour que, ensemble, lutte unie sur tous les fronts,
on gagne ce combat, cette bataille. Merci beaucoup, Bengan Kandji. Merci à vous, madame, messieurs, tout en espérant que le message soit passé. Y a-t-il des hommes de cœur au Cameroun aujourd'hui, à même d'accompagner le peuple pour revendiquer ce qui lui est cher? Charles Membachou, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bon début de semaine. Merci. Isabelle Carros-Zopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Covid-19, les premières doses de vaccins qui sont au Cameroun. Dans tous les cas, la suite, c'est tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux. On en parlera bien sûr avec vous, Isabelle Carros-Zopet, madame, messieurs. Restez assis. Moi, une question quand même ce matin. Gestion des fonds Covid-19. Paul Biya contrôle-t-il véritablement ces généraux? Le Fonds monétaire international aura-t-il les réelles conclusions demandées jusqu'ici? Les têtes des vrais coupables seront-elles mises au bûcher? La question bien sûr est posée. Comment comprendre les correspondances de la présidente de la République teintées aujourd'hui d'injonctions qui sont ceux qu'on tente bien sûr de protéger? Bonjour à vous, Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien ce matin? Comme la plupart des Camerounais, merci. Mais ceux qui vont bien, la plupart. La plupart, bon, Ils vont bien? bon, comme quelques-uns des Camerounais, c'est mieux de dire comme ça. Merci. Oui. Allez, vous n'oubliez pas, madame, messieurs, les plateformes sont les vôtres en même temps. Vous pouvez, en même temps, pour cette interactivité, rester très proche de nous à travers la plateforme Equinox TV. Pour vous qui nous regardez sur Facebook, merci de vous y abonner véritablement. Vous avez également le message tout à l'heure qui s'affichera au bas de l'écran. Envoyez-nous vos réactions aux différents sujets évoqués au courant de l'émission. Nous vous lirons fièrement. Dominique Audrey, vos lèvres nous intéressent ce matin. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une maman qui est un peu dépassée par la situation qu'elle vit avec son garçon de 16 ans qui a décidé de ne plus aller à l'école. Elle dit que mon fils a 16 ans et il ne va plus en cours. Lorsqu'il va en classe, il n'y fait rien du tout. Que ce soit les devoirs, que ce soit copier les cours, que ce soit les travaux, son fils ne fait rien du tout et il a dit à sa mère, maman, j'arrête, je ne veux plus y aller, je ne comprends pas, je ne veux plus aller à l'école. La maman a été interloquée et elle a essayé de se rapprocher du père de l'enfant parce qu'il faut dire que ça fait 5 ans déjà, ils se sont séparés, ils ont divorcé et aujourd'hui, son ex-mari vit avec une autre femme, elle a fait la mention, je ne sais pas si c'est utile, elle vit avec une jeune fille âgée dont il est plus vieux. Il dépasse la fille de 18 ans au moins. Ouais. Donc, ça, c'est pas très important. Donc, elle dit que son fils a voulu à plusieurs reprises, toutes ces années, du moins lorsqu'il a commencé à entrer dans la puberté, de se rapprocher de son père. Mais à chaque fois, celui-ci a toujours trouvé des excuses et n'a pas donné l'occasion à son fils d'être avec lui. La loi estime, du moins, propose que le père finance la pension de ses enfants. Ce papa, effectivement, paye la pension de son enfant. Mais sur le côté affectif, le papa n'est pas là pour son fils. Aujourd'hui, cette maman dit qu'elle est inquiète parce qu'elle ne sait pas à quel sens se vouer. Sa famille lui a suggéré de voir un père spirituel. Peut-être son enfant avait un problème, était peut-être envoûté, charmé ou tout, je ne sais pas trop quoi. On lui a dit... pas quoi Qu'est-ce qui explique son comportement, le comportement de l'enfant? Oui, que peut-être c'est spirituel. Vous savez qu'on gagne... Le comportement dérangeant d'un enfant qui entre en puberté? Qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut plus aller à l'école, certainement, c'est le démon de quelque chose. Bon, en tout cas, on le lui a dit. Et que... elle est toute seule. Donc, voilà les suggestions qu'on lui a faites. Et aujourd'hui, elle aimerait savoir comment faire, comment convaincre mon fils d'aller à l'école. Parce que moi, sa mère, je suis impuissante et j'ai mal de voir mon fils foutre son avenir en l'air. Voilà. Donc c'est une maman qui pleure. Oui. Et son papa, il est où? Il est remarié à une autre fille? Oui, il est avec une autre femme. Vous avez dit que c'était négligeable? Il paye juste l'école. Ah, vous avez dit que c'était négligeable? Non, le détail, parce qu'elle a dit qu'il est plus vieux que la jeune femme, donc c'est négligeable qu'il soit avec une autre femme ou pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne veut pas accorder de temps à son fils qu'il a eu de la précédente quel âge aujourd'hui, ce garçon? Union. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Il ne veut plus aller à l'école à 16 ans. Et la maman est débitée. Hein. Ouais. Elle ne sait pas comment le ramener sur les bancs. Elle est toute seule ou elle s'est remariée? Elle est seule. Voilà. C'est bien dommage. 5 ans après. Allez, on en parle, madame, monsieur, ce matin avec vous. Comment comprenez-vous que des enfants à l'âge de 16 ans, pour certains en même temps, qui choisissent de dire « Maman, je ne vais plus à l'école » et que maman tente tant bien que mal de le convaincre, surtout en absence de papa. Ouais, papa aujourd'hui, papa qui, dit-on, a carrément fermé les portes à l'enfant, on ne veut forcément pas le voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener cette maman à trouver assurément de nouvelles techniques de conviction pour que son fils puisse rentrer à l'école, mais surtout, certainement, établir un lien réel entre son fils, entre le fils, il veut dire le père, et l'enfant.
Certainement. Vos conseils sont entendus, madame, monsieur. Et nous commençons avec vous, bien sûr, Dominique Audrey, puisqu'il faut en parler. Vous l'avez rencontré, vous aviez échangé. Oui, on a échangé vos au premières téléphone. impressions, vos solutions ont été lesquelles? Je lui ai dit d'essayer de relativiser. Ouais. De relativiser parce que, oui, lorsqu'on est parent et qu'on a un enfant qui, à cet âge-là, beaucoup trouveront que c'est précoce, refuse d'aller à l'école, c'est choquant, c'est heurtant. Mais j'ai dit à cette maman que aujourd'hui, la société nous montre, le passé même nous l'a témoigné, que beaucoup de personnes ont réussi sans forcément avoir poussé les études très loin. Mais au moins, il dit qu'il ne va pas à l'école, mais il n'a pas d'alternative. Oui, il n'a pas Il d'alternative, propose il ne rien. veut rien faire. Donc, à ce niveau, j'ai dit justement à la mère, oui, vous êtes certainement heurté parce que les stéréotypes de la société voudraient qu'on ait de longs diplômes, on soit un long crayon avec les bacs plus 46 et tout ça. Mais à côté, justement, dans cette même société, on a eu des gens qui ont brillé, pas à cause de leur diplôme, mais à cause de leur performance, à cause de leur génie et de leur talent. Votre enfant refuse d'aller à l'école. Ok. Il faut d'abord comprendre le pourquoi de cette décision-là. Pourquoi il ne veut plus aller? Parce que moi, même si c'est mal, j'estime qu'on ne devrait pas le forcer. Parce que le forcer, c'est payer l'école pour rien. Il n'ira pas, il va échouer, la mère va continuer de dépenser. Donc, s'il ne veut pas suivre l'école normale, tenue, enseignant, craie, machin, rassemblement, tous L'école les de jours. Charlemagne. Voilà, on peut trouver un palliatif. S'il ne veut plus aller à l'école et qu'il veut se lancer dans un domaine, peut-être on l'oriente dans une formation professionnelle, on l'oriente dans une formation en informatique, on l'oriente peut-être dans une formation en esthétique, on l'oriente dans une formation autre. Parce qu'on a eu des exemples comme nos grands entrepreneurs. Je ne pense pas qu'ils aient poussé les études très loin, mais ils ont pu s'en sortir. Donc, on ne va pas faire de ça la mer à boire. Il faut juste pouvoir le canaliser. Le canaliser et lui montrer les voies. Tu ne vas pas à l'école, il n'y a pas de problème. On ne va pas te jeter pour ça, même si il faudrait avoir le minimum. Si un enfant ne veut plus aller à l'école, il faudrait qu'il puisse au moins écrire son nom et pouvoir lire un contrat. Parce qu'il pourrait être amené à cela. Fondamentalement, un enfant qui ne va pas à l'école, est-ce qu'on ne va pas se poser des questions au-delà de celles que vous aviez mises ici? Qu'est-ce qui l'amène à ne pas vouloir poursuivre ses études à l'âge de 16 ans quand même, parce qu'en fait, à 16 ans, on est censé obtenir son baccalauréat. Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion de se dire, les bases, c'est-à-dire que les premières motivations pour que l'enfant aille à l'école ont été faussées? Non, je ne pense pas. Est-ce que l'environnement n'a pas un impact sur l'enfant? Est-ce que Non. ce n'est pas les gens qu'il fréquente qui pourraient l'amener, bien sûr, à se se désengager? À ce niveau, oui. Parce que je connais une maman qui disait à son fils, je ne veux pas que tu marches avec des personnes qui ne vont pas à l'école quand tu vas à l'école. Si tu vas à l'école et tu marches avec des personnes qui travaillent ou bien qui touchent déjà de l'argent, tu auras l'impression que c'est plus facile de le faire et tu vas décrocher. Tu ne voudras plus aller à l'école. Oui, les compagnies peuvent impacter négativement sur la façon de penser des enfants. Donc, il faut avoir un regard sur les compagnies de vos enfants. Chez nous, à la maison, par exemple, sans vouloir vexer les gens, on exigeait que les amis viennent constamment à la maison. Là, on pouvait évaluer, étudier les mentalités, observer les amis des différents enfants. Comment est-ce que les amis de ma fille se comportent? Comment les amis de ma petite fille se comportent face à tel. Comment elle s'asseye à la maison? Comment elle parle? Comment elle la gestus, par exemple. Donc, les parents, pour ceux qui vont encore à l'école, il faut observer cela. Ça a un impact, c'est tellement fort. Donc, maintenant, pour cette femme, votre fils, il y a des exemples dans la société qui brillent aujourd'hui, non pas par leur diplôme, mais par ce qu'ils ont pu faire en faisant abstraction, en faisant fi de cela. Donc, on a eu les Kadji de Fotso, on a eu à l'étranger, on a des marques, des personnes qui forcément ne sont pas allées à l'école, mais qui ont continué d'étudier. Ne pas aller à l'école veut dire qu'on n'étudie pas. Ne pas aller à l'école conventionnelle ne veut pas dire qu'on arrête de se former. Donc, vous ne laissez pas votre fils rester à la maison se branler, mais vous l'accompagnez dans un autre processus. Voilà. Il pourrait devenir un entrepreneur. Tout en entendant justement que ce fils également accepte d'écouter son parent, mais maintenant, comment
peser de son poids sur l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas décrocher? Pour comment peser de son poids en tant que maman, puisqu'elle vit seule en réalité, pour que l'enfant continue ses études? Parce que maman a la sincère conviction que l'enfant, quand même, qui va à l'école, a 90% de chances déjà d'être quelque chose demain. Sauf que au moins parce que Cameroun... Oui, ça c'est au niveau de Cameroun, on peut le dire. Mais est-ce qu'on devrait démotiver cet enfant aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver d'autres solutions un peu plus rigoureuses, Isabelle Carole Zopet, pour ramener ce garçon de 16 ans sur les sentiers de l'apprentissage, de l'éducation, de l'enseignement, de la connaissance, du savoir? Qu'est-ce qu'on peut bien faire, à votre avis? Je crois que ce qu'il faut faire, puisque voilà, l'enfant est atteint cet âge et est en train de vouloir prendre ce genre de décision, il faut vraiment des mesures drastiques. Ouais. Vraiment pour montrer à cet enfant que voilà, écoute, tu as de bonnes raisons de pouvoir aller à l'école. Et s'il faut passer peut-être à la répression, je crois qu'il faut le faire peut-être pour sauver cet enfant. Dans mesure drastique, vous mettez quoi? Dans mesure drastique, ce que je mets, c'est être un peu plus dur, être un peu plus cartésien avec l'enfant. On lui dit que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Regarder, le contrôler au maximum, même quand il va à l'école. S'il faut l'accompagner et le raccompagner, si c'est le prix à payer, autant mieux le faire. Quand il rentre, surveiller, veiller à ce que tous ses devoirs soient faits. Si ce n'est pas fait, il doit être puni et tout. Il doit être à la maison. Mais seulement que celui-ci a 16 ans, il n'en veut plus. À 16 ans, on estime qu'on peut au moins avoir son baccalauréat. Je crois que les bases ont été faussées. Et c'est là où les femmes doivent comprendre que lorsqu'on décide de se marier, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. On décide de s'unir. Et lorsqu'on décide de faire encore des enfants, c'est un autre engagement encore qu'on prend. Quand on n'est pas prêt à avoir un enfant, quand on n'est pas prêt à mener une relation jusqu'au bout, autant mieux abandonner, autant mieux rester comme vous êtes, mener la vie que vous voulez et tout. Parce que je vous dis, l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Oui, si vous avez perdu un mari, si vous êtes désormais avec tout, là on peut comprendre. Mais je vous dis, il faut toujours tout faire pour sauver son foyer. C'est très important. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Vous allez dire, non, mais est-ce que même sans mari, je ne peux pas épouser, élever mes enfants? Vous pouvez le faire. Mais la tâche est bien plus ardue. Je dis bien, quand on peut sauver son couple, vraiment, il faut se battre pour le faire. Aussi bien, c'est valable, c'est bien pour vous, mais surtout plus pour vos enfants. Il y a un manque d'autorité dans cette maison. Il y a un manque de rigueur dans cette maison. Et si vous allez voir, si vous poussez le bouchon plus loin, vous allez voir que c'est une maman qui est absente, qui n'est pas présente, qui ne vit pas son enfant, qui n'est jamais là, qui ne connaît pas ses envies, qui ne connaît pas ce qu'il aime, qui ne connaît pas l'heure à laquelle il se repose, qui ne sait même pas là où l'enfant va. Malheureusement, c'est ça. Il y a des parents comme ça aujourd'hui qui ont fui leurs responsabilités, qui ne prennent pas la peine de surveiller leurs enfants. Raison pour laquelle, quand vous êtes dans une maison dans laquelle il y a peut-être un homme, c'est lui qui est toujours en train de taper du poing sur la table pour dire non, tu dois faire ci, tu dois faire ça, qui reprime même la maman parce qu'il veut sauver l'enfant. Je ne suis pas d'accord, Isabelle, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Voilà les enfants qui sont dehors à cette heure, c'est pas normal et tout. Et vous voyez comment la maman réagit. Du coup, non, votre père va bientôt rentrer, il faut faire. C'est aussi ça, c'est ce qui est souvent important. Parce qu'à 16 ans, c'est tellement précoce. Qu'est-ce qui peut bien motiver un enfant à 16 ans de dire qu'il n'ira pas à l'école? Si ce n'est pas la mauvaise compagnie, si ce n'est pas l'absence parentale, si ce n'est pas le laisser aller. Alors, comment avoir justement cette autorité, je vais dire la maman, parce qu'il y a des mamans qui vivent seules aujourd'hui et qui certainement se retrouvent dans cette situation. Comment les aider à retrouver cette autorité et à dire, je frappe du poing sur la table, monsieur, vous marchez comme je demande, c'est pas comme vous me voulez, comme vous voulez. Cette autorité, c'est depuis le berceau qu'on commence à inculquer ça à l'enfant. Donc si la maman a été, la maman gâteuse au berceau, c'est évident qu'à 16 ans, l'enfant soit irrécupérable. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que l'équilibre parental compte énormément dans l'éducation d'un enfant. Énormément. Quand ce n'est donc pas le cas, il faut donc redoubler d'efforts. Parce que là, vous êtes seul face à un enfant. Et on sait très bien, l'éducation élever un garçon et élever une fille, c'est pas la même chose des fois. Parce qu'avec les hommes, il faut parfois utiliser même des coups de poing, même à la limite, pour qu'ils essayent de vous comprendre. Donc je dis, il faut que la dame vraiment puisse s'asseoir un instant, puisse consacrer également beaucoup de temps pour ses enfants, qu'elle aille moins dans ses visites, je ne sais où elle va et ce qu'elle fait, où elle traîne avant d'être chez elle. Il faut qu'elle apprenne à être proche de son enfant, c'est extrêmement important. Et il y en a finalement que c'est des nounous qui éduquent. Hein? Oui, on peut comprendre que vous pouvez avoir une nounou. Oui, c'est la société, ce sont les contraintes. Pour corroborer le fait que maman n'est jamais là, c'est la nounou qui s'occupe de l'enfant. Non, il y a des mamans qui ne sont pas là. Et puis même quand elle est là, elle n'est pas là. Ouais. Même si elle est rentrée du travail et tout,
Elle n'est pas en train de s'occuper de l'enfant, elle fait plutôt autre chose. Elle fait plutôt autre chose. Elle est au téléphone, elle est en train de bavarder avec la voisine, elle va faire le tour du quartier, c'est elle qui sera la première à s'asseoir dans tel bar. Voisin, il n'y a pas une ici aujourd'hui et tout, et bavarder, rentrer à la maison. Oui, parce qu'elle est seule. On parle d'une femme qui est seule. Une femme qui généralement, qui sait qu'elle est libre, qui sait qu'elle a une certaine autonomie, n'a pas de pression pour rentrer chez elle et tout. Est-ce qu'il a eu à manger? Oui, ça va, c'est bon. Elle s'arrête là. Donc, je crois que cet enfant a besoin de ses parents. Il a besoin que sa mère soit présente à ses côtés. Au-delà, bien sûr, de l'équilibre évoqué par Isabelle Carole Charlamagne-Battu, au-delà de l'équilibre, au-delà de l'éventuelle distanciation créée entre l'enfant et la mère, et au-delà même de l'absence du parent, il y a quand même quelque chose à faire aujourd'hui pour cet enfant de 16 ans. Comment le ramener à l'école? Parce que c'est ça le plus urgent aujourd'hui. Alors, Monsieur Michel Ngachou, nous les Bantous, nous avons l'habitude de dire que, et la répétition étant la mère de l'école, de dire de 0 à 10 ans, faites de votre enfant un esclave. De 10 à 20 ans, faites de lui un disciple. De 20 à 30 ans, soyez un ami. De 30 à plus, soyez un conseiller. L'enfant est dans la phase de disciple, Monsieur Michel Ngachou. Qu'est-ce qu'on lui a inculqué dans la phase d'esclave? Lui a-t-on appris à exécuter sans aucune réflexion, sans aucune hésitation? Que non. Cet enfant a évolué dans un environnement où il avait la latitude de faire tout ce qu'il voulait. Or, le principe de l'éducation bantou réside sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier essentiel, c'est la motivation familiale. On se retrouvait, M. Michel Ngachou, nous tous jeunes, les vacances avec les enfants, nos cousins, les nièces, on se retrouvait tous ensemble et on faisait le bilan de l'année. Comment s'est écoulée l'année? Ah, on a Doudou qui a été premier de la classe, tout le monde applaudissait pour lui, parce qu'il a été premier de la classe, félicitations, on lui donne mention spéciale. Tel. On va famille par famille, c'est la motivation familiale, ça stimule, M. Michel Ngachou, les enfants. On se dit l'année prochaine, celui qui a le bac de vous tous, on va voir dans quelle mesure l'enfant ira en Europe, va se déplacer, on va s'arranger à ce que l'enfant crée une entreprise pour ceux qui choisissaient des filières techniques. On y travaillait à cette époque. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le deuxième pilier, c'est la mise en évidence des modèles parentaux. Monsieur Michel Ngachou, moi j'ai pris le frère de mon papa, c'était mon modèle, sa façon de faire, sa façon... Et mon père se prêtait à ce jeu, Monsieur Michel, de toujours nous parler. Dans la famille, vous avez des cas de personnes qui ont réussi. Ce sont eux qu'on prend en modèle. Tu vois le papa de tel, tu vois comment il a fait, il a réussi. J'aimerais être comme lui. Non, papa, j'aimerais être comme toi. Non, maman, j'aimerais suivre. Quand je vois ta façon, c'est des modèles. Hormis des modèles de la société d'ailleurs qu'on n'en a pas ces jours-ci, il y a les modèles parentaux. Il faut projeter des flashs. Ça veut dire? Des flashs de réussite à l'enfant. Vous causez avec l'enfant. Moi, je te vois comme médecin. Ta façon d'écrire, là, je te vois demain comme médecin. Médecin, pour devenir médecin, il faut quoi? Cherche. Tu trouves, tu viens, tu me dis. Ça stimule l'enfant. Non, papa, moi, je ne peux pas être médecin. Sortir avec le bac, faire encore 7 années et après, vraiment, je ne me suis pas... J'ai envie d'être avocat. Non, pourquoi tu veux devenir avocat? C'est des gens, non. J'ai envie de devenir ingénieur. Vous devez entretenir ces débats constamment pour stimuler l'enfant. Alors, vous voyez un enfant qui n'a pas de choix, il n'a aucune motivation, il n'a aucun repère. Son repère, c'est la télévision. Son repère, c'est les rêves. J'ai vu le petit faroter. Oh, comme il a faroté, je vais être footballeur. Demain, il ne veut plus être footballeur, je vais être féman. Quand il n'y a pas de repère de la société, que les parents ne jouent pas ce jeu, on se retrouve, M. Michel, à enfoncer les enfants. Dire aux enfants qu'ils sont les aventuriers de l'école. Tu as commencé à la maternelle. La maternelle, tu as fini ton graduation, on t'a donné une petite auge, tu as porté, il faut aller à la cible. C'est des défis que la vie te propose et c'est ainsi que tu passeras ton temps. Ça, c'est des conversations que l'on a avec l'enfant. Début de rentrée, comme c'est la rentrée aujourd'hui, la veille, le parent ne laisse pas l'enfant partir. Comme c'est demain, c'est la rentrée. Quel est notre contrat pour cette dernière phase?
Tu comptes me ramener combien? J'attends combien? En termes de notes, j'attends en termes de comportement. Et il veille. C'est ça. Et il veille, monsieur veille. Michel Ngachou. Donc, ce n'est pas ce qui a été fait. L'enfant est strictement démotivé. Et à 16 ans, les enfants aiment tester, monsieur Michel Ngachou. Cet enfant est en train de faire un test. Si le test passe, ça va lui réussir. Est-ce que la maman, lui, il ne s'est pas posé la question? Comment elle fait pour payer la maison? Si jamais maman n'est plus là aujourd'hui, il va s'assumer comment? C'est des discussions qu'il faut avoir avec les enfants. En disant, si demain, je meurs, si tu arrives un jour, je ne parviens plus à bouger, dis-moi un peu, tu vas faire comment? Vous regardez la réflexion de l'enfant. Je tombe là que je meurs, c'est terminé. Vous allez faire comment? Maman n'est pas là, papa n'est pas là, comment est-ce qu'on va gérer? Il dit non, j'entre dans la chambre, qu'est-ce que je fais? Je sécurise d'abord tes papiers, je fais causer avec l'enfant. C'est pour ça qu'on dit disciple, enseigner à l'enfant un ensemble de choses. Et je dis aux jeunes, allez à l'école. Si on ne vous recrute pas pour ce que vous avez appris, on va vous recruter forcément pour ce que vous savez faire. Et dans ce que vous faites, vous allez mettre ce que vous avez appris. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et bien évidemment, pour la bonne sanction, on va dire sociologiquement parlant, comment éviter ces dérapages aujourd'hui de Momo Mbengue, à la fois pour les familles, à la fois pour les enfants? Est-ce qu'on devrait convoquer au plus vite, on va dire, l'encadrement de l'État du Cameroun à travers ces institutions, notamment le ministère de l'enseignement de base, le ministère de l'éducation le ministère de l'éducation de base, le ministère de l'enseignement secondaire. Est-ce que même dans la citoyenneté globale aujourd'hui, il n'est pas temps quand même que l'État du Cameroun au plus vite puisse s'ouvrir à rééduquer les populations et à remotiver la jeunesse à poursuivre les enjeux d'une bonne éducation? Monsieur Ngachou Numba, oui, ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement du Cameroun, le renouveau ne peut plus le faire. Donc pour parvenir à ce que vous énumérez là, il faut changer et le régime qui nous gouverne et le système au jour là tout entier. Changer le régime, changer le système. Le système, tout à fait. C'est nous qui avons tué nos enfants. J'ai rencontré des enseignants au cours de l'année académique 1994, 1995, 1995, 1996. Oui. Les enseignants, si vous en avez, même après l'émission, essayez de les interroger, ceux qui étaient enseignants à cette époque-là. Presque tous, vous direz, quand ils s'amusaient à demander aux enfants à l'école, que voulez-vous devenir demain? La plupart disaient qu'ils voulaient être féman. Féman, pourquoi 1994, le Premier ministre Simon Achide Achou a reçu un féman à la primature qui est venu lui présenter un avion. L'opinion publique camerounaise que vous aimez citer, c'était offusqué. Il y a eu levé des boucliers. J'allais même dire que c'était une clameur sociale. Pourquoi le Premier ministre fait-il cela? Pourquoi a-t-il interrogé ce que faisait ce compatriote? Or, tout le monde avait l'opinion. Je pense que la DGRE, qui à l'époque, je pense, appelait encore CNR, avait des informations sur le cas. Mais non. Aujourd'hui, nous avons les autorités traditionnelles auxiliaires d'administration qui ont été condamnées en France, en Allemagne et tout, et qui ont même des doubles nationalités, mais qui sont les chefs traditionnels auxiliaires d'administration dans notre pays. J'ai parlé de faussaires de la République. Il n'y a plus d'enquête de moralité. Je veux dire, c'est pour vous dire, on a tué, c'est nous qui avons tué. Donc, les gens qui ont tué les enfants, on ne peut plus permettre en sorte qu'ils continuent, sinon c'est la dérive. Alors, les gens qui ont tué les enfants, on ne peut plus permettre en sorte qu'ils continuent. Oui, vous avez pointé sur l'accusateur, sur le régime, d'abord en lui-même, quarantenaire, dites-vous qu'il faut changer au plus vite. Et vous pensez également que le système Odjoula, qui est perpétué depuis quand même Aïdio, comment renverser les vapeurs? Vous avez une solution à ça? Oui, les solutions, comme c'est un problème qui vient au niveau de la famille. Ouais. Je vous ai parlé ici de ce colloque qui s'est tenu à Yaoundé en avril 87, la famille en Afrique. C'est la première fois qu'on il faut l'exhumer et rendre opérationnel ces clauses. Comme vous dites, les enfants de la rue n'accouchent pas. Et Dominique était offusqué tout à l'heure, un enfant de 16 ans dit « Je ne veux plus à l'école ». Tu veux faire quoi? Il ne sait pas. Donc c'est un paresseux, il reste à la maison et on va continuer à l'entretenir. Il ne sait pas ce qu'il veut faire.
finalement, si maman gronde beaucoup, papa n'est pas là, il sera un drogué, il sera dans la rue, après on va parler de l'enfant de la rue. La rue, enfant dans quelle maternité? En regardant Donc, la ça caméra, veut dire Bengal, que- vous dites quoi à cette maman concrètement ce J'ai matin? dit à cette maman d'être rigide. Ouais. Rigide en ceci que il associe sa famille, puisque apparemment, parce qu'on ne nous a pas donné les raisons de séparation, je ne vais pas me mettre à accuser le père, peut-être il aurait abandonné l'enfant, Ouais. ou la maman qui aurait eu... Non, là vraiment, ça ne les concerne plus à ce niveau ici. C'est d'associer la communauté dans l'encadrement de cet enfant. Il faut être dur et rigide. Ça veut dire que si ça l'a dépassé, comme on dit, il peut avoir un grand frère, quelqu'un d'autre. Moi, je veux dire sa famille, Oui. l'enfant, et peut-être même dans la famille de l'homme, il peut avoir quelqu'un qu'on apporte un encadrement dur, comme on dit, à cet enfant. Et s'il fugue, qu'est-ce qu'on fait pour celui-là? Non, C'est ça le risque. on le tape. On le tape. Justement pour les enfants qui fuguent. Vous avez entendu parler de centre de réinsertion de Pépanda? Bien sûr. Et justement, c'était pour ce type. Et quand je vous dis que le renouveau a tué les enfants, ça n'existe plus. Il y en avait un à Betamba, ça n'existe plus. Il y en avait, il n'y en a plus. Et là-bas, c'était une éducation paramilitaire qu'on donnait à certains enfants. Ceux qui étaient violents et tout. Apparemment, celui-ci n'est pas encore violent. Donc, il peut bien insérer les centres de réinsertion d'Abepanda et tout ça. Comme ça l'existait. Oui et oui. Donc Oui, l'État... C'est-à-dire que si maman estime que c'est plus fort qu'elle, elle ramène à Betamba. Absolument. Comme on l'a fait à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand même, on nous menaçait. On nous disait, ah, tu es très têtu, Absolument. d'accord, on sait, on va t'envoyer. Vous savez ce Et que ça- nous et font ça nous calme quand même. nos neveux occidentaux. Ils envoient même les enfants en prison. Ils sont encadrés par les gardiens de prison. Ouais. Ouais. Mais ils ne sont pas. Voilà. Justement pourquoi. Ça, c'est pour Et les quand enfants je Joula. parle du système au Joula, Charles Hamel l'a dit en quelque sorte. Un enfant, on doit lui apprendre à exécuter ces deux parties du cerveau. La partie gauche qui est ludique et l'autre partie qui est portée à la réflexion. On lui apprend comment on le fait. Les petits enfants, vos petits enfants, les filles, quand elles apprennent à tresser, regardez la dextérité de leurs doigts. Quand elles sont sur le pierre, regardez l'enfant qui accompagne papa au champ, qui commence à fendre le bois, qui commence... En fait, on apprend la dextérité précisément parce que papa, quand il demande l'accompagner, et Charles Hamel a parlé tout à l'heure du regroupement. Vous avez un grand-père commun. Donc, il est tout à fait normal qu'avant 10 ans, on vous amène à un endroit, peut-être les grandes vacances et tout. Vous qui avez un grand-père commun, on vous laisse, vous vous retrouvez au village, je ne sais pas où, vous discutez entre les enfants. La concurrence loyale va naître. Et là, les parents ont la possibilité de regarder s'il y en a qui sont... Voilà. Et c'est à ce moment également que se résout même le problème de ceux qui pissent au lit. Très bien. C'est-à-dire que si ce sont tes frères et tes sœurs qui se moquent de toi quand tu pisses au lit, tu prends attention. Donc, ce n'est plus. Donc, en fait, c'est la société, c'est l'organisation sociétale qui a volé en éclat. Aujourd'hui. Et qui a volé en éclat par, j'allais dire, les turpitudes de ce régime qui ne sait pas, qui parle de l'avenir, du fer de lance de la nation, mais en tuant les enfants. Merci donc ça beaucoup, dépasse Bobo. le cadre purement familial. On en profite ce matin pour saluer toutes les mamans qui sont dans cette situation et qui ont avec elles un enfant qui assurément ne veut plus aller à l'école. Mais nous en profitons pour dire à ces enfants qui ne vont pas à l'école, chers petits frères, ne pas aller à l'école, c'est une grave erreur pour ta vie. Ne pas aller à l'école, Conventionnel. ne voulez pas dire aller à l'école, c'est une grave erreur. Parce que, Si Michel, on va pas, non oui, on va peut-être pas revenir. Non, Si vous voulez, si ne vous pas voulez, aller- centre de formation. ne pas aller à voulez- l'école, c'est une chose. Maintenant, Il y a- continuer il y a à se une former, école. c'est autre chose. Ne Parce pas que aller à Walt l'école. Disney a arrêté l'école à 16 ans. J'ai et il était un dit aux réalisateur, jeunes, un j'ai grand dit aux réalisateur jeunes, après. j'ai dit Faut aux pas jeunes, frustrer, vos parents ceux sont qui ne sont comme pas allés à une l'école. orange. Et vos parents sont prêts à vous faire, c'est-à-dire que ce qu'ils vous donnent, c'est le jus. Il faut tellement les presser parce qu'il faut en profiter au maximum. Au soir de leur vie, ils doivent manger ce qu'ils ont. Enfin, vous les accompagnerez. Allez à l'école, chers petits frères. Allez à l'école, quelles que soient les données. Sauf si l'argent est fini, comme je disais quelquefois à quelqu'un, sauf si l'argent est fini, allez à l'école, ne jouez pas avec votre avenir,
N'hypothéquez pas votre avenir dans les jeux de hasard, dans la drogue, dans le banditisme, dans la fémania, etc. Vraiment, évitez la paresse, allez à l'école. Ça fait aussi partie de notre mission, vous éduquer. Tout de suite, la colère, signé Charles Battu. Je m'interroge ce jour sur la question de la réforme du code électoral dans ce pays. Panacée ou placebo? Peut-on faire avec le code électoral en cours ou doit-on absolument procéder à la réforme du système électoral dans ce pays? Dans la lettre circulaire de février 2021, le directeur général des élections, Éric Essousset, demandait aux délégués régionaux de l'ECAM de faire des propositions d'amendement de la loi portant code électoral. Il avait dit, je cite, « J'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir mener une réflexion et de soumettre ce week-end vos propositions d'amendement de la loi portant code électoral au Cameroun. » Était-ce à l'ECAM de donner le ton d'une éventuelle réforme du code électoral dans ce pays? Mieux, comment cet organe se propose-t-il de le faire alors que le gouvernement n'a même pas encore communiqué? Point d'interrogation. Le gouvernement n'a pas encore communiqué officiellement sur un éventuel projet de révision de la loi portant code électoral. Cependant, le temps donné au sein de l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun annonce, entre guillemets, les couleurs d'une éventuelle modification du code électoral. Quelle interprétation d'en donner à l'attitude de l'ECAM l'a-t-on jeté en pâture? Point d'interrogation. Comment comprendre que ce projet de modification du code électoral ne soit pas précédé ou accompagné d'un projet de loi portant révision de la Constitution en ces dispositions ayant des répercussions sur le code électoral? Si telle est la volonté de l'ECAM de recueillir des propositions, il est vrai, pourquoi ne procède-t-elle pas à la remise d'un ou plusieurs exemplaires du code à tous les partis politiques légalisés et les acteurs de la société civile travaillant sur les questions politiques, en particulier sur les questions électorales, afin de recueillir les observations des uns et des autres, préparer une mouture consolidée, en discuter dans le cadre d'un forum avec les forces politiques de ce pays, le soumettre au chef de l'État afin qu'il enclenche la procédure législative pour son adoption. Comment comprendre qu'au lieu de suivre la route indiquée par ces 7 leaders, les autres se contentent de regarder le doigt, puis de rappeler les étiquettes collées à certains de ces leaders qui sont de nature à casser cette dynamique unitaire? N'ayons pas froid aux yeux, lorsque 2 ou 3 osent, il y a des gens qui se souviennent, qui ont le courage de dire « avant ces 2 ou 3, j'avais pensé. Avant eux, j'avais écrit, j'avais proposé, j'avais rendu public. » Est-ce que cette dynamique, cette façon de procéder des leaders politiques aide à la construction d'une nation exemplaire de notre nation? Point d'interrogation. À parcourir l'actuel code, n'y a-t-il pas lieu d'y trouver de grosses failles? Comment comprendre que la hiérarchie d'autorité entre le Conseil électoral et la direction générale est clairement établie au profit du Conseil électoral qui assure en particulier la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins? Comment comprendre que l'article 6, alinéa 2, crée une immunité pénale totale pour les membres d'Election Cameroun pendant l'exercice de leurs fonctions, donnant ainsi une impossible poursuite devant les juridictions compétentes? Cet article ne précise pas la typologie des bénéficiaires de cette immunité. Elle précise juste que les bénéficiaires de cette immunité sont les membres de l'ECAM. Point. Comment comprendre l'article 44, alinéa 2,
le président de la République peut, en vertu des articles 5 et 8 de la Constitution, mettre fin, selon le cas, aux fonctions du président, du vice-président et des membres du conseil électoral, ainsi que du directeur général et du directeur général adjoint des élections. Question. N'y a-t-il pas lieu de craindre qu'en matière électorale, le président use de cette compétence pour changer les responsables de l'ECAM qui afficheraient une trop grande indépendance à son égard? Point d'interrogation. Parcourons l'article 52, alinéa 8, qui dispose que les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur clôture. Grosse incongruité. Or, à l'article 4 du même article 52, il est écrit que si un parti politique n'a pas désigné de représentants en temps utile, les responsables du démembrement communal d'Élections Cameroun, peu après une mise en demeure restée sans effet, adjoindre à la commission une personnalité issue de la société civile. À l'alinéa 5 du même article, si le maire n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable du démembrement communal d'Élections Cameroun, après une mise en demeure restée sans effet, peut saisir le préfet qui désignera un membre, un responsable de la commune pour siéger au sein de la commission en qualité de représentant de la commune. Vous vous rendez compte qu'il y a véritablement de grosses incongruités qu'il faudrait régler. À l'alinéa 6 du même article, la composition de chaque commission de révision des listes électorales est constatée par décision du responsable du démembrement départemental d'Élections Cameroun. Encore des points d'interrogation. Allez lire l'alinéa 9 pour comprendre véritablement que l'article, le paragraphe 4, 5, 6 et 9 du même article sont en porte-à-faux avec le paragraphe 2 de l'article 52. Allons donc parcourir l'article 64 qui précise que la commission départementale de supervision est composée, c'est-à-dire surpopulation, surnombre de personnes. Seulement la commission départementale de supervision. Le président, c'est le président du tribunal de grande instance du ressort. Les membres, 3 représentants de l'administration désignés par le préfet. 3 représentants d'Élections Cameroun désignés par le responsable du démembrement départemental de l'ECAM. Un représentant de chaque candidat, vraiment, c'est trop. Pire, à l'article 68, il y a encore une ombre. Il a créé une commission nationale de recensement général des votes composée. Un président, membre du Conseil constitutionnel, désigné par le président du Conseil constitutionnel. Membres, 2 magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour suprême. 5 représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de l'administration territoriale. 5 représentants d'Élections Cameroun. 1 représentant de chaque parti. Vraiment, c'est trop, c'est à revoir. Comment comprendre que l'article 69 ne précise pas que les observations de chaque membre de la commission doivent être co-signées et consignées au procès verbal de ces travaux, ce qui pourrait aider le Conseil constitutionnel? Non, ce n'est pas le cas. Comment comprendre que l'article 132, alinéa 2, prévoit la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement? Alors là, c'est grave. Savez-vous que l'article 118 apparaît comme une dangereuse curiosité? Savez-vous que le ministère du Sié n'est pas libre par le caractère ouvré du jour de l'élection? Non, non et non. Il est absolument obligatoire de revoir et de procéder à la réforme de ce code électoral, juste en ces quelques articles sus-évoqués. Merci infiniment pour la colère exprimée ce matin, tout en appelant bien sûr les Camerounais à ouvrir suffisamment les yeux sur la question du code, si vous voulez, du système électoral dans sa globalité aujourd'hui. Notre appel à l'entendre l'émission était de dire aux Camerounais, sommes-nous conscients que si nous souffrons aujourd'hui en réalité, le code ou le système électoral en réalité a, on va dire, a une raison sur les conditions de vie des Camerounais aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous demandions à l'entendre l'émission
les Camerounais sont-ils prêts à accompagner les leaders de partis dits de l'opposition qui sont réunis à Yaoundé, souvenez-vous, en début du mois, et qui d'ailleurs ont eu la participation, ou ceux qui se sont adjoints à eux au courant des semaines à venir? Le peuple camerounais est-il prêt à revendiquer absolument, il faut le dire, la révision du système électoral dans sa globalité? Et Charles Amemba, tu l'as très bien mentionné ici, comment comprendre le lien qui peut exister entre ELECAM, le Parlement et voire même le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui, qui, souvenez-vous, des dernières sorties du professeur Jacques Famé Ndongo, secrétaire national bien sûr de la communication de ce parti, et surtout le lien avec le Parlement. Comment comprendre? Quel est le poids qu'on peut porter aujourd'hui Mbongo Mbenguane réellement, tout en appelant le peuple camerounais à se poser des réelles questions sur ce code-là? Comment vous la comprenez, la colère Mbongo Mbenguane, ce matin? D'abord, le peuple sait qu'il faut changer, il faut modifier certaines dispositions du code électoral. Apparemment, c'est Ronge Alamel et les CAM aussi. Mais qu'est-ce qu'on va modifier dedans? Pour quel but? Pour le but d'avoir des élections libres et transparentes. En fait, c'est ce que voudrait le peuple. Mais est-ce que c'est ce que veut ELECAM et le gouvernement? J'en suis moins sûr. J'en suis moins sûr. Parce qu'aujourd'hui, au moins, les deux dispositions du code électoral actuel, si on les appliquait, il faut les changer. La biométrie. La biométrie. Voilà, on sait que Mbomboka voter quelque part, il ne peut plus aller voter ailleurs, dans un autre bureau de vote. D'un de deux, 6 millions et demi d'inscrits. Donc les 6 millions, en principe, selon les derniers chiffres, il y avait 3 millions d'abstention maintenant. Donc les 3 millions et demi qui ont voté, est-ce qu'ils ont effectivement voté? Là, avec un système biométrique transparent, on pourrait commencer à régler certaines anomalies. L'autre chose, l'autre disposition, qui n'est pas là, mais qu'on pourrait mettre, c'est le bulletin unique. C'est-à-dire que si vous votez Mbombok, quelqu'un n'est pas au quartier à côté du bar pour vous dire « Donnez-moi le bulletin de Mbombok contre 2000 francs ». C'est-à-dire, vous jetez le bulletin de tout le monde, on ne sort pas avec des bulletins de vote. Oui. Au moins, cette disposition-là, qu'on les maintienne, que l'encre soit délibile ou indélibile, au moins, parce qu'on fait exprès de telle manière que l'encre, on peut l'enlever même après. Mais dans un système biométrique, les empreintes digitales qui sont apposées quelque part seront bloquées dès lors que vous veniez encore à vouloir vous... Okay. Mais même ce système, pourquoi on ne veut pas mettre? Moi, je suis à 1 an et demi sans carte nationale d'identité, mais on a dit que c'est de haute sécurité. N'est pas. On a tellement prorogé que même l'endroit où on a prorogé, on est obligé de mettre, de coller encore une partie de format 4 pour encore commencer à poser les prorogations. Ne va rien. Donc, c'est entretenu exprès. Exprès pourquoi? Moi, je pense plutôt que le peuple doit être orienté vers des actions contre les députés RDPC et la majorité. Très bien. Pas pour l'opposition. Pas pour l'opposition. Parce que cela me rappelle ces élections de 1951 à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Oui. Donc, les King et Abel, d'abord dans la campagne électorale, ils leur ont dit, maintenant, l'Assemblée nationale française avait à l'époque 624 députés. Le Cameroun devrait donner, je pense, 4 députés, dont un Français et 3 députés autochtones. De la même manière, le Sénat français avait 320 sénateurs. Les Camerounais devaient apporter 3 sénateurs, un Français et 2 autochtones. Il leur disait que représentent 3 sénateurs camerounais à l'intérieur d'un Sénat français, que représentent 4 députés à l'intérieur. Mais malgré ça, on a tout fait pour que Oumniobe et King et Abel ratent les élections. Et dans le décompte, il s'est trouvé que le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Donc, l'héritage colonial français nous a légué ça, nous a laissé cela comme ADN, trucage des élections. Donc, quand on est donc dans ce système-là, vous verrez que Bello Bouba a renforcé le système en 1997 par cela. Parce que quand il engage le parti d'opposition dans cette dynamique de réforme du système électoral, il se trouve que
un actuel membre du conseil électoral s'appelle professeur Titimuel, il est bon comme moi. Il dirigeait la commission épiscopale, comment vous appelez ça? L'église, comment on l'appelle? La commission électorale de l'église catholique, Justice et Paix, voilà, ouais, la commission Justice et Paix, de la conférence épiscopale nationale. Oui. La commission avait élaboré une mouture de la loi électorale, du code électoral. Pour noyer donc ça, Bello Bouba amène John Frundi et tout le monde à s'engager à cette réforme. Et en disant, il faut boycotter les élections. Mais il boycotte les élections, mais il ne continue plus dans cette mouvance. Lui, il entre au gouvernement le 7 décembre 1997 avec un de ses anciens amis, Hok Ben Lid, dont on avait rejeté 5 ans plus tôt. Donc, voilà comment on y va. On y va donc comment il fallait pour Bello Bouba consolider le pouvoir du RDPC qui avait, dont l'élection était contestée en 1992 et réduire la marge de manœuvre du SDF et de l'UNDP, notamment à l'Assemblée nationale, pour que les choses ne bougent pas. Renforcer donc, c'est ça qui aboutit aujourd'hui à la majorité obèse du RDPC. Donc, moi je pense que le peuple camerounais doit orienter ses actions vers les députés RDPC en leur disant, vous ne nous représentez pas, donc vous seuls, vous pouvez changer, vous seuls, vous pouvez donc... Les quelques membres de l'opposition que nous avons au Parlement ne peuvent pas. On en parle, bon Benga. On en parle justement et on demande à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent ce matin, s'il vous plaît. Je ne sais pas si quelques-uns des Camerounais ont déjà l'ouvrage de Maurice Kamto. Permettez-moi que je vous donne le nom rapidement. Traité de droit constitutionnel et droit international, je pense bien. Ils sont tous des livres en réalité. Hein. Je trouverai le nom, je vous le ramènerai rapidement. Mais sincèrement, j'ai lu quelques phrases hier soir encore et j'ai compris en fait que ce monsieur a pratiquement déconstruit ce qu'on appelle la constitution au Cameroun, mais surtout la loi électorale. Il faut se l'arracher cet ouvrage-là. Il est riche. Messieurs, merci à vous, merci à tous. Et à l'instant, vous vous joignez à nous sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith et qui ce matin encore va très loin. Question dans le but de vous sensibiliser, de vous informer, de vous éduquer. Et nous avons encore ce matin sur la table une question évidente, celle portée sur la révision du système électoral dans sa globalité aujourd'hui. Et en filigrane, nous nous demandons si le peuple camerounais est prêt véritablement aujourd'hui à peser de tout son poids en tant que peuple dans sa globalité et permettre bien sûr au gouvernement en place de tout faire pour qu'il y ait effectivement cette révision du système électoral comme le veut en même temps, on dira une très bonne partie du peuple camerounais aujourd'hui. Alors avant la pause, je vous invitais à aller vous arracher un ouvrage qui a été mis en place il y a quelques semaines seulement par le professeur Maurice Kamto. Pour ceux qui trouvent nécessaire de le faire, qu'on ne vous dise pas que nous vous imposons des idées, mais moi j'ai lu, je vais dire, quelques lignes. Hier encore, j'étais hyper satisfait, mais je vais même dire démédulé devant l'intelligence de cet homme qui, à travers le livre Traité de droit constitutionnel et institutions politiques au Cameroun, on a compris qu'il y a des intelligences qu'il faut respecter aujourd'hui. Allez le lire, allez l'arracher. Vous comprenez en même temps que le pays, ses textes, ses lois, tout ce qui est pensé, tout est à refaire. Tout est à refaire également avec le système électoral, non, Dominique Audrey? Qu'est-ce que vous en dites-vous? Oui, on est tout à fait d'accord. Et certains partis politiques ont même proposé, ont fait, je parle par exemple du MRC, qui ont pris le code en lui-même en y apportant quelques modifications. Si vous allez par exemple à l'article 95, là-bas on mentionne par exemple que pour l'élection présidentielle, il faudrait que chaque candidat ait le même temps d'antenne sur les télévisions à capitaux publics. Donc, de la façon dont le RDPC pourrait s'exprimer sur cette chaîne-là, on doit avoir l'UDC, le SDF
le PCRN qui pourrait s'exprimer de la même façon pour qu'on ait une égalité des chances. À l'article 96, par exemple, le MRC et d'autres partis politiques ont suggéré qu'on enlève les urnes dans des casernes militaires et dans des chefferies, que ce soit installé dans des lieux publics. À côté de ça, moi je vais parler simplement de ce que je sais parce que j'ai regardé un peu partout. Jusqu'ici, il n'y a que ce parti qui a présenté qui a listé quelques aménagements à apporter. Donc, on s'attend à ce que la coalition... Pour ce que vous savez. Oui, c'est pour ça que je dis. Il y a quand même le EDF aussi qui a fait ce travail. Oui, justement. Longuement. Il y a l'UPC également qui a eu à faire des propositions. C'est pour ça que j'ai précisé que pour ce que je sais à ma connaissance. Mais les mêmes points reviennent. Bon, l'a mentionné. On a le bulletin unique. On a également l'âge de vote qui doit être revu à 18 ans. Comme d'ailleurs l'a proposé le MRC. Voilà. Qu'on revoit l'âge de vote également qui doit même être... 97, voilà, le prophète Timoël a proposé ça. Qu'il faut que ça se fasse. L'âge de vote à 18 ans. Oui, parce qu'il faut également engager la responsabilité pénale des autorités administratives qui viennent lors des votes, par exemple, et qui auraient des comportements qu'on pourrait sur lesquels on pourrait trouver à redire. Donc, il faudrait que des responsabilités soient établies même si vous êtes justement dans les propositions qui ont été mises ici par des partis politiques dits de l'opposition, il y a quand même qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine mouvance dans sa globalité. On a, Charles d'ailleurs l'a mentionné tout à l'heure, on a vu Elekam qui, souvenez-vous récemment, à travers son directeur général a fait un appel à ses collaborateurs de lui faire des propositions pour la modification du code électoral. On s'est demandé... ou à ses collaborateurs. Pourquoi est-ce que c'est l'État qui devrait le faire? Ça, c'est la question. Et Charles Hamel est allé plus loin en posant la question évidente. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à un projet de loi autour pour qu'il puisse avoir une réelle modification du code électoral? Pour finir, vous vous rendez compte qu'il y a des partis dits de l'opposition qui se réunissent pour repenser le code électoral. Est-ce que ce n'est pas dit aux Camerounais succinctement, de façon, on va dire, voilée, qu'il y a un projet derrière, vous dire, réveillez-vous peuple camerounais et commencez à revendiquer vos droits dès maintenant, parce que qui sont ceux qui doivent vous représenter véritablement? On disait qu'il faudrait mettre le doigt accusateur, pointer le doigt accusateur sur les députés qui ne représentent pas le peuple. Dominique Odou. Oui, ils ne les représentent pas valablement. Je crois qu'en 2014, à travers l'un des députés MRC, si je ne me trompe, ils avaient déjà émis la volonté de faire parler de cela, de la révision, de la réforme de ce code-là, mais rien n'a été fait. Ça n'a même pas, on a fait abstraction de ça, donc c'est passé comme ça, inaperçu. Oui, les personnes qui nous représentent, malheureusement, à cause de leur nombre inférieur, se disent que ça ne servira à rien. Mais je persiste à dire que même si on est inférieur, l'histoire retient tout de même que cette opposition a agi pour se faire entendre. Même si on est inférieur, on a quand même manifesté le vœu, cette action-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont heureux de voir qu'on a pu voir ces partis d'opposition ensemble autour de ce projet. Il faut dire que c'est exclusivement la réforme de ce code-là qui réunit ces personnes. Et c'est triste de voir que pour le moment, on n'est qu'à 7 partis. Non, pas seulement 7 aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont adjoints. Le CPP notamment, oui, il y en a quelques-uns, mais ils sont peu nombreux. Oui, d'autres se sont amusés à dire il faut bien comprendre qu'il y a des partis de l'opposition et il y a des partis qui sont satellites justement par ce pouvoir. Malheureusement. Des gens se sont amusés à dire que ces partis qui se sont réunis sont en marge des normes. Ils ne sont pas au niveau du Parlement, donc ça ne sert à rien. Mais il faut le dire, ça c'est le penseur Gerfam Ndongo qui l'a d'ailleurs fait savoir. Il y a l'UDC au Parlement. Voilà. Dans sa sortie, il fait savoir justement que les débats doivent se mener au sein du Parlement. C'est ça son attitude. Voilà. Et en dehors, que ça ne va pas marcher. Les propos du ministre Fam Ndongo, responsable de la communication de la RDPC, nous amènent à une situation telle que les dispositions de la Constitution disent que tant que le gouvernement n'a pas encore fait quelque chose, ça bloque le Parlement. Donc, en fait, la priorité de l'ordre du jour revient au gouvernement.
au gouvernement. C'est pour ça que les députés passent le temps à sortir de... Et ça, c'est la Constitution justement qu'il a mentionné. C'est bien dommage. Alors, comment vous pouvez être parlementaire, vous qui avez l'obligation, le contrôle de l'action gouvernementale, et vous êtes là pour voter des lois. Non seulement vous votez des lois que vous ne comprenez pas, pour la plupart, vous êtes dans un contrôle de l'action gouvernementale, que c'est lui-même le gouvernement qui vous impose l'ordre du jour. Et qui en définit les priorités. Alors, finalement, on comprend et on dit aux Camerounais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans un pays sérieux? Les Camerounais comprennent-ils en réalité qu'ils doivent se lever, je veux dire, psychologiquement, s'éveiller et se dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas, nous allons les comprendre aujourd'hui. Et tout se limitera bien sûr au système électoral qui semble être un problème depuis des mois quand même. Alors, Isabelle Carole, on sait qu'il y a des partis politiques qui parfois sont sortis au départ en vous disant nous étions les premiers à faire la proposition. D'autres sont venus en deuxième. Alors, est-ce que ce ne sera pas l'occasion de dire au peuple camerounais aujourd'hui, faites attention à ce son de cloche qui n'aura pour objectif que de vous désunir, de vous diviser et de vous éloigner de l'objectif qui est le changement de ce système électoral. D'ailleurs, les preuves sont là. Plus il s'éloigne, plus les résultats sont plutôt catastrophiques parce que vous avez un qui s'éloigne le peuple. Non, je parle de ces différents partis politiques d'opposition. Voilà. C'est-à-dire que plus ils se divisent, plus vraiment ils se crient dessus, plus ils créent des tensions entre eux, plus ils s'éloignent et plus les résultats sont visibles. On peut voir, bien sûr, avec une personne qui soit devant et puis celui qui arrive en arrière, le fossé est tellement énorme avec ces différences de voix. Des choses qui montrent bien évidemment que eux, à savoir ces partis d'opposition, gagneraient justement à travailler ensemble, gagneraient à se battre pour se faire entendre par rapport justement à ce code électoral et leurs différentes propositions. Parce qu'à l'heure qu'il est, l'heure est bien sûr au développement du pays. L'heure est là pour sauver la nation. Donc il ne s'agit plus de savoir qui a commencé à proposer, qui va proposer ou qui fera quoi. Il est question de pouvoir tout faire pour que cela soit implémenté. Plutôt que de se retrouver dans les espaces où on définit l'ordre du jour, on vous dit même ce qu'il y a à faire, ce qu'il y aura à faire, il y a même des solutions qui soient données. Dans un moment où vous avez l'impression que vous subissez, vous n'êtes plus acteur. Vous êtes tout simplement en train de subir ce qui est en train de se passer. Alors aujourd'hui quand même, il y a lieu de dire aux Camerounais, parce que fondamentalement, Bengan, Charles Ahmed, vous voulez ajouter du C'est vrai qu'au niveau du MRC, on propose que le mandat présidentiel soit revu, par exemple, revu à 5 ans. Est-ce que vous pensez que c'est renouvelable une seule fois? Renouvelable une seule fois. Est-ce que c'est possible? Vous croyez? Mais c'est possible. Cette proposition? C'est possible. Moi, je pense, en toute humilité, je le dis. Mais c'était comme ça avant, non? Avant la modification de la Constitution. C'était 5 ans. Aujourd'hui, c'était 5 ans, effectivement. On est revenu à 7 ans et on y est depuis un bon petit moment. Et l'informatisation. Moi, je pense, et je le dis encore avec beaucoup d'humilité, que le peuple camerounais, c'est le peuple qui décide de ce qu'il veut. Et tant que le peuple ne va pas s'éveiller, se poser des vraies questions, et poser des vraies questions à qui de droit, et les mettre bien sûr au front, comme on dit souvent, c'est-à-dire qu'on se regarde, parce que vous prenez des engagements que vous n'aurez pas, on ne va pas sortir de l'ornière. Donc fondamentalement, Charles a même battu aujourd'hui. Ce code, vous l'avez dans votre chute dit, il faut absolument le revoir. Peut-être pas seulement le code, mais le système dans sa globalité. Quelles sont les chances, à votre avis, d'amener le peuple camerounais, parce que j'indexe le peuple, à suivre la mouvance et à peser de tout son poids pour son bien-être en tant que peuple camerounais? Monsieur Michel Gachou, la première chose qu'il faut dire aux Camerounais, c'est d'avoir non pas des Bibles au salon, dans la chambre et dans les toilettes. Quand vous glissez, vous prenez pour lire la Bible, être dans les églises, c'est avoir son code électoral, monsieur Michel Gachou, et de le parcourir. Au chevet? Au chevet, le livre du chevet devrait être le code électoral et le parcourir. Beaucoup de Camerounais avec qui vous discutez dehors, monsieur Michel, ne maîtrisent pas leur code. Le code électoral existe sur la toile, même en version PDF. Vous pouvez télécharger et le lire depuis votre téléphone portable pour essayer d'en comprendre. Les Camerounais gagneraient. Vous me permettez, je fais une virgule. Est-ce que ce n'est pas l'occasion quand même? Parce que moi, en Gachou, je me suis posé la question millions de fois. Ce n'est pas l'occasion justement d'inviter
on va dire, certains médias sérieux et importants à créer des cadres d'éducation, d'apprentissage, où on décortique aux Camerounais, point par point, chaque point de la Constitution de chaque code aujourd'hui, pour qu'on puisse au mieux éduquer ce peuple qui est, ma foi, éloigné de ces réalités. Vous savez, un pays qui a un mauvais code électoral connaîtra forcément la même situation qu'on a vue au Malawi, la même situation qu'on a vue au Rwanda, la même situation qu'on a vue en Côte d'Ivoire, qu'on a vue dans tous les pays de la sous-région, M. Michel Ngacho, à cause de cette affaire du code électoral. Parce que tant qu'il ne fait pas l'unanimité, certains vont dire, on savait qu'ils ne faisaient pas, pourquoi ils sont donc allés ou ces autres. Ce type de dialogue et de discours ne nous intéresse pas. Aux leaders des partis politiques, il leur manque une chose, la confiance. Je vais vous dire, les leaders des partis politiques sont méfiants les uns des autres parce qu'il y a toujours eu la roubladise. On parle depuis, je remonte d'époque jusqu'à ces jours, il y a toujours eu des actes de roubladise où vous avez des gens qui sont avec vous, c'est un pied dedans, un pied dehors. Vous avez des gens qui discutent avec vous, c'est des gars qui vont prendre des mallettes à gauche et des mallettes à droite, qui reviennent le lendemain, le matin vous dites des choses, le soir ils viennent changer. Il est question, M. Michel, qu'on remonte à l'époque, rappelez-vous, cette époque avec les King, avec les Ruben Ngombe, où les gens faisaient le caddie de la vérité, ce que nous faisons là. Personne, celui qui trahit meurt, M. Michel. Il faut qu'on arrive... Le caddie de la vérité? Le caddie de la vérité. C'est-à-dire qu'avant que vous n'entrez, on le fait. Si c'est dans le banc qu'on va prendre avec la tortue, on le fait. Parce que le caddie de la tortue, si c'est dans le centre, on va aller prendre. On prend partout. Vous le faites. Celui qui trahit au nom de l'argent, il meurt, M. Michel Ngacho. Je crois que c'est par là que la confiance va commencer à revenir et que les uns et les autres pourront se regarder dans les yeux. Je vais vous dire, à peine les seuls leaders se sont réunis. J'ai le courage, je vais le dire. Le CPP a fait une sortie en disant ce travail avait déjà été fait. Mais on n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin, M. Michel Ngacho. Comment on vous dit que pour saisir le conseil, le gouvernement a la possibilité, lui qui devrait être neutre, a la possibilité de saisir le conseil. Mais on va où? Le gouvernement est devant et derrière. Le gouvernement pilote tout. Le gouvernement qui est censé être neutre, c'est lui qui définit tout à l'Assemblée nationale. C'est lui qui définit les priorités. C'est lui qui définit les sujets. Mais à la fin, à quoi sert le Parlement? Donc je pense que... Et vous avez un autre cas. Regardez que la majeure partie des élections tombe le dimanche. Ben, c'est le on s'arrange à ce que ça tombe. Et vous ne pouvez pas avoir un huissier. On peut pas avoir un huissier. Donc... il faut... Vous ne pouvez pas avoir un huissier. Il faut que le service du huissier soit libre, M. Michel Ngacho. Le dimanche. Alors ça tombe le dimanche. Quelle que soit l'infraction, la tricherie. Ça ne tombe pas le dimanche. On organise le dimanche. C'est pas un calendrier. C'est pas Voilà, on organise le dimanche. On peut organiser les élections à tout moment. Et le jour où les élections se tiennent, c'est un jour férié. Ouais. Et dans les manœuvres de banditisme politique, on a donc choisi le dimanche. Le ministère du Ciel est libre, M. Michel Ngacho. Ouais. On devrait, par le caractère ouvert, on devrait ouvrir pour permettre aux huissiers de pouvoir constater. Les huissiers ne travaillent pas. Or, c'est pendant ces périodes, M. Michel, que ce soit au nord, les différences qu'on puisse prendre les nôtres, savoir qu'ici il y a eu tel cas, constater, notifier pour pouvoir aider. Alors, ça veut dire que le code est biaisé à tous les niveaux, Charlemagne Bachou. Monsieur Michel Ngacho, je vous ai pris, je vous ai pris l'article 52. Oui. Les 4 paragraphes de l'article 52, à eux seuls se contredisent. Les 4 paragraphes de l'article 52. Mais prenons ce moment, vous lisez. Vous l'avez sous les yeux? Monsieur Michel, je le lis pour vous. Pour que les Camerounais prennent conscience. Article 52. Oui. Dispose que les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un seul membre, par un seul de ses membres, à condition que tous les membres soient mis au courant des travaux avant la clôture. Dans mis au courant, il y a quoi dedans? Être informé. Par quoi? On est en pleine période électorale. Monsieur, mis au courant par quoi? Par bouche? Bien téléphone? Évoluons. Article 4. Il est écrit: si un parti politique n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable du département communal d'Election Cameroun peut, après une mise en demeure restée sans effet, adjoindre à la commission
une personnalité issue de la société civile. Ça, c'est le responsable du démembrement d'Election Cameroun qui peut adjoindre un membre de la société civile. Article 5. Lequel membre? Allez, On évolue. Si le maire n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable du département du démembrement communal d'Election Cameroun, après une mise en demeure restée sans effet, saisit le préfet qui désigne un responsable de la commune pour siéger au sein des commissions en qualité de représentant de la commune. C'est le préfet qui désigne. Le gouvernement. Et il va désigner qui? Point d'interrogation. À l'alinéa 6, la composition de chaque commission de révision des listes électorales est constatée par décision du responsable des membres d'Election Cameroun. Donc vous vous rendez compte, M. Michel Ngachou, c'est tout un petit point. Alinéa 9, à la suite de ces travaux, paragraphe 9, à l'issue de ces travaux, la commission de révision des listes électorales dresse un procès verbal signé du président et de ses membres. Mais comment comprendre cela, M. Michel Ngachou? Vous avez combien de personnes dans un bureau de vote? Et on vous précise que ça ne fait même pas foi. Même si vous signez, ça ne fait pas foi. Non, vous signez, vous ne signez pas, ça ne fait pas foi. Donc vous vous rendez compte qu'il faut retravailler véritablement ce système et c'est l'occasion. Je pense que Elekam devait prendre une mouture du code électoral, donner à tous les représentants des partis, allez lire, découvrez les coquilles, rassemblez-vous, faites des propositions, asseyons-nous, débattons, proposons aux gens. Bon, vous n'êtes pas d'accord, bon, Bengan, c'est pas possible. Et les CAM s'intéressent à ses membres, pas au peuple. Il appelle au peuple, la loi lui dit d'appeler au peuple, comme c'est la partie du 1er janvier jusqu'au 31 août, de dire au peuple, venez vous inscrire. Et des partis politiques qui sont représentés dans les 360 communes, leur dire, venez, j'ai ouvert les réinscriptions sur les listes électorales. Et à l'interne, peut faire des propositions. Moi, c'est un combat. Moi, je continue à dire que c'est un combat qu'il faut mener. À ce niveau, je vous ai montré les manœuvres de pouvoir à torpiller. En RDC, par exemple, le président Kabila disait, le seul parti politique que j'ai ici, c'est l'Église catholique romaine. Et au Cameroun, avec Christian Toumi, qui vient de nous quitter, il l'avait mis en place avec le soutien, le professeur Titimwel, ce code dont je vous fais allusion tout à l'heure en 1997, qui devait encadrer les élections de mai, législatives de mai 1997 et la présidentielle de cette année. Et Bello Bouba a torpillé. Et la conséquence logique, c'est qu'il est entré au gouvernement aujourd'hui. Voilà. Comment mobiliser donc, j'allais dire, la nation entière pour y arriver? Nous avons des axes. Le premier axe, c'est que les partis politiques mobilisent le peuple à 10 ans, même à huer les députés RDPC. En leur disant, vous faites quoi? Puisque c'est leur majorité. Absolument. Donc, il faut mettre le peuple en mouvement. Je vais vous trahir une idée. De l'autre côté, justement, et l'on dit, je partage ce point de vue, que les partis politiques ne disent plus c'est moi qui étais le premier à dire, c'est moi qui étais le dire. Donc, comme l'optique qu'ils ont engagée auprès de l'UDC dernièrement, que Madame Damjoya prenne maintenant le bâton pèlerin en disant, nous sommes 7. La prochaine réunion, fin avril, nous devons être 14 qui devons. Voilà un peu, moi qui, mon parti qui est à l'Assemblée nationale, de toutes les façons. Parce qu'ils ont deux, il y a l'UDC et le PCRN. Nous allons les regarder. Très bien. Quelles seront leurs attitudes? Merci beaucoup, Bonbon Bengan Kandji. Mais on va quand même le dire au peuple camerounais qui nous regarde ce matin. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, Michel Ngachou, c'est qui le peuple? J'ai dit, le peuple c'est toi et moi. Le peuple c'est tous ceux qui nous regardent. Le peuple c'est les 25 millions de Camerounais. Je dis bien 25 pour les chiffres qui sont officiels au Cameroun aujourd'hui. Le peuple c'est le gouvernement lui-même. Le peuple, c'est tous ceux qui sont au Cameroun, qui se sentent camerounais, qui sont citoyens camerounais. Lorsqu'on regarde l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui, allons dans les zones les plus reculées, sommes-nous fiers justement des 40 ans du régime actuel? Lorsqu'on va dans l'extrême sud du Cameroun, je vais même dire le sud justement, est-ce que nous sommes fiers justement de ce que le régime quarantenaire a apporté aujourd'hui? Allons à l'est Cameroun.
Alors là, c'est très grave. Je vous épargne de la crise anglophone aujourd'hui au sud-ouest et au nord-ouest Cameroun. Dans la globalité, finalement, vous vous rendez compte, chaque Camerounais, chaque citoyen, que celui qui n'a pas une carte d'électeur, celui qui ne comprend pas le code électoral, qui ne veut pas aujourd'hui dire qu'il faut le modifier pour donner une chance équitable à chacun de penser son évolution, est en réalité un acteur de la destruction du Cameroun. Et c'est justement un appel ce matin. Il faut que le peuple soit éveillé, que le peuple se lève et que le peuple demande justement des comptes en ce qui concerne cette révision systématique, obligatoire et urgente du système électoral. Sinon, nous serons encore mal barrés pour les prochaines séances à venir. Mais surtout, n'oubliez pas, le grille à grille est en train de se faire. Ouvrons les yeux. Dans un instant, nous serons avec une amie qui vient nous rendre visite, bien sûr, mademoiselle Ndomé Liliane, dans un moment. Elle viendra nous retrouver. Mais avant d'être avec elle, pour parler, bien sûr, du projet, je crois que c'est Sendwave, je pense, je ne me trompe pas, nous parlerons avec elle. Elle nous retrouvera dans un moment. Vous entendrez des choses, mais surtout, la revue, non, pas la revue, les messages de nos téléspectateurs. Voilà, Isabelle Carole. Pourquoi voulez-vous qu'on éduque les Camerounais? L'éducation des masses n'est pas pensable avec le système si ce dernier a pour mission d'abrutir le peuple en le transformant en soulard ou né de nouveau et spolier nos ressources essentielles. C'est Almoudi qui envoie ce message. Bonjour, s'il vous plaît, comment se fait-il que dans un centre de formation, la première promotion jusqu'ici 2 ans n'ont pas d'attestation? Je parle des apprenants du centre de formation de Konsamba. Ici même à Douala, sans formation rapide et tout, c'est la même chose. Bonjour le panel. Pour moi, seul le soulèvement des Camerounais peut sauver ce pays. Avec ce gouvernement, aucun code électoral ne peut être favorable. Signé Idriss Djamen depuis Ndokpassi à Douala. Moi, je pense que c'est le peuple qui a la dernière décision. Si nous voulons changer ce pays, on doit s'unir et le régime en place aura peur. Daniel depuis Bafoussam. Il y a un ami avec qui nous étions en échange hier qui nous faisait savoir, Michel Ngachou, rassurez-vous que même s'il y a 3 millions de Camerounais qui sortent là, ceux qui sont en face ne vont jamais fléchir parce qu'ils ont justement tout ce qu'il faut pour mater autant. Ils n'ont pas peur des Camerounais à l'intérieur, mais ils ont peur de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la vraie pression sur le régime quarantenaire, c'est de l'extérieur. Donc, il faudrait justement qu'au-delà de l'extérieur, que les Camerounais aujourd'hui prennent conscience en se disant, ce n'est pas parce qu'on a dit que l'extérieur. Il faut s'interroger véritablement sur ce code électoral. Il faut le modifier assurément. Bonjour à tout le plateau. Par rapport à l'histoire, je pense que l'enfant est juste démotivé. Il lui faut donc une certaine motivation. Je propose que la maman envoie le petit chez un membre de la famille dont les enfants s'intéressent beaucoup à l'école. Cet environnement va réactiver sa motivation et le pousser à retrouver les bancs de l'école de façon naturelle. Ça marche très souvent, merci. C'est Charles qui envoie le message. J'ai vécu un tel cas et j'ai pris la décision d'investir, mais le procureur m'a dit que l'enfant n'a pas demandé 5 millions, Cathy. Que la maman pose ce cas au procureur afin qu'après la colère de la maman, elle soit réprimandée, Cathy. Procureur. Bon, en tout cas, on espère qu'on parle de la même chose, hein? J'espère. Voilà, espérons bien. Salut le panel. Les Camerounais, dans toute leur majorité, doivent se lever pour soutenir l'initiative prise par certains leaders de l'opposition. Un possible changement ou révision consensuelle du code électoral camerounais pourra contribuer à éviter les crises comme le hold-up électoral, les crises pré- et post-électorales, l'achat des consciences, la corruption. C'est Wilfried depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Certainement un dernier, avant qu'on ait retrouvé Liliane Domé. Oui. Le thème est intéressant. Voilà, vous débattez sur le cas d'une femme seule face à son fils qui déçoit. Mais de ce qui est du cas des couples, vraiment, la situation de nos jours est suicidaire dans la mesure où c'est souvent une tolérance divergence entre les parents. J'évoque ici le cas des femmes qui refusent de comprendre que l'homme est celui-là qui voit loin, discerne mieux, organise, programme, fixe les objectifs, enfin assume comme chef de la famille. Aujourd'hui, les épouses devant les enfants prennent des positions renversantes de nature à ridiculiser l'autorité du père
Pourtant, le concepteur pour la réussite de la progéniture, ce genre de comportement pour ce genre de femmes relève purement de la mauvaise éducation reçue dans leur famille. Pour ce genre de situation, dites-nous comment gérer le cas où la femme fait croire aux enfants que le papa est dur, sévère, voire méchant. Bref, le père n'aime pas les enfants du coup. Voilà. Comprenez là les conséquences. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur. Il y a plein de messages également qu'on prendra tout à l'heure sur Equinox TV pour vous qui nous regardez sur Facebook. Bonjour à vous. Et on en profite pour saluer les nombreux Camerounais de l'Occident qui nous regardent véritablement. Ils sont en Allemagne, ils sont en Belgique, ils sont en France, ils sont au Danemark, ils sont vraiment dans l'Occident, dans leur globalité. Merci de garder le cap vis-à-vis du Cameroun. On salue également ces nombreux Camerounais qui sont aux États-Unis et qui chaque jour n'hésitent pas de nous envoyer des messages de réconfort. Ceux qui sont au Brésil, ceux qui sont en Indonésie et d'ailleurs la planète, grâce à vous, nous restons de plus en plus proches. Et nous allons saluer bien sûr ce matin Liliane Domé, qui est la représentante du développement de marché de Sendwave aux États-Unis. Elle est avec nous au Cameroun ce matin pour parler bien sûr d'un projet de transfert de fonds très intéressant effectivement, qui permet aux personnes d'envoyer de l'argent. On tentera avec elle dans un instant de mieux comprendre ce qu'elle nous présentera. Voilà. Bonjour à vous Liliane Domé. Bonjour et merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Je m'appelle Liliane Domé et je suis responsable du développement de marché pour Sendwave aux États-Unis d'Amérique. Allez, justement, qui êtes-vous et quel est le rôle que vous avez chez Sendwave? Vous jouez chez Sendwave? Le rôle chez Sendwave, alors comme je disais, je suis responsable du développement de marché pour Sendwave aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même cette historique de cette entreprise? Il s'agit de quoi concrètement? Alors, Sendwave est une société internationale de transfert de fonds qui permet aux personnes d'envoyer de l'argent de façon instantanée et ce sans frais. Grâce à l'application mobile Sendwave, vous pouvez envoyer de l'argent dans le confort de votre maison et être assuré que la transaction sera livrée en quelques secondes dans votre Orange ou MTN Mobile Money. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement la nature et la portée des services fournis par Sendwave aujourd'hui? Alors, la nature des services fournis par Sendwave, en plus des frais zéro, c'est-à-dire que nous ne facturons pas de frais d'envoi, nous avons également des services avantageux. Nous échangeons à 535 francs le dollar, donc pas besoin d'attendre d'avoir un montant énorme avant de faire la transaction. C'est-à-dire, pas besoin d'attendre d'avoir un montant énorme parce qu'il n'y a pas de frais d'envoi. Nous ne mettons pas de frais d'envoi, donc on calcule le dollar à 535 francs. Donc vous pouvez envoyer à partir de 5 000 francs en montant, quand vous le souhaitez et depuis le chez vous. Donc ça veut dire que vous êtes de l'autre côté là-bas, vous devez envoyer, je vais dire n'importe quoi, 100 $ au Cameroun. En procédant, en passant par Sendwave, il n'y a aucun frais qui vous sera imposé? Non, aucun frais. Voilà. Alors il est important de noter également que Sendwave est très fiable, sécurisé et très rapide. Vous recevez de l'argent en quelques secondes, ça c'est sûr. Nous gardons la sécurité des données personnelles de nos utilisateurs comme notre priorité absolue. Alors, toutes les données sont cryptées dès qu'elles sont entrées dans votre téléphone avant que nous envoyions dans les serveurs. La configuration de Sendwave est facile et l'envoi encore plus facile comme un SMS. Très bien. Allez, comment s'inscrire et commencer l'utilisation de Sendwave aujourd'hui? Alors, pour s'inscrire, vous allez dans App Store ou Play Store. Vous téléchargez l'application. Si vous avez un Android, vous allez dans Play Store. Vous allez dans App Store. Si vous avez un iPhone, vous téléchargez l'application. Vous suivez la procédure d'inscription qui est très, très facile. Et après, vous essayez d'envoyer de l'argent. Vous pouvez essayer à partir de 5 000. Vous allez voir, c'est tellement rapide. Rien de compliqué. Alors, quels sont les avantages et les raisons de choisir Sendwave plutôt que d'autres? Les avantages et raisons de choisir Sendwave plutôt que d'autres. Alors, je vais commencer par dire le premier avantage, c'est la commodité. La vie est plus facile et plus agréable avec Sendwave. Vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile pour aller dans un magasin et envoyer l'argent. Vous n'avez pas besoin de vous placer dans une longue file d'attente. Vous pouvez envoyer de l'argent où que vous soyez à tout moment. Alors, le deuxième avantage, je vais parler des taux de change avantageux et le fait que nous envoyons l'argent sans frais d'envoi. Nous ne facturons aucun frais d'envoi avec Sendwave. Nous ne prenons qu'une très petite partie de votre taux d'échange. Donc, vous pouvez envoyer même de toutes petites sommes d'argent car il n'y a pas de frais associés.
Alors, le troisième avantage est la livraison rapide et instantanée. Nous vous garantissons que vos transactions seront livrées en quelques secondes. Votre destinataire reçoit une alerte dans son Orange ou Mobile Money et vous, en tant qu'expéditeur, vous recevez également un email détaillé sur votre transaction. Le support client est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà, juste pour terminer, Liliane Domé, comment s'écrit Sendwave là? Vous nous épelez ça, s'il vous plaît? Pardon? Vous épelez Sendwave comment? Alors, je décris... Non, épelé. Épelé Sendwave. Oui. Comment s'écrit? S-E-N-D-W-A-V-E. Voilà, c'est pour ceux qui pourront rapidement aller sur, vous avez dit Play Store, télécharger l'application. App Store aussi? App Store aussi sur Android. Très bien. Merci beaucoup, Liliane, d'être passée. Une minute, s'il vous plaît. Je tiens à préciser les pays d'envoi. Nous envoyons en partie des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Irlande, vers le Cameroun, le Kenya, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Bangladesh. Alors, voilà les pays exactement pour le moment. Le Bangladesh. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà exactement les pays pour le moment où nous opérons. Merci beaucoup, Liliane, d'être passée chez nous ce matin. Et à très vite pour d'autres communications sur notre antenne avec Sendwave, madame. Merci à vous. Merci beaucoup, Liliane. On a très peu de temps en télévision, je vous en prie. À bientôt. Allez, dans un instant, madame, monsieur, nous poursuivons avec vous sur la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait bien sûr la une ce week-end sur la toile au Cameroun? Ce matin, nous décidons d'en parler. Ouvrons grandement les oreilles. Ça risque de faire très mal. Isabelle Carozopet, qu'est-ce qui s'est dit sur la toile ce week-end? Alors, sur la toile, il faut dire qu'on va de décès en décès ces derniers jours. Ouais. Vraiment, on ne sait décidément pas ce qui se passe. Revenons donc justement sur le décès du professeur Gervais Mendozé, donc le 9 avril 2021. Voilà. Il n'est donc plus de ce monde. C'est vrai qu'il faut le dire quand même que ces derniers jours, on a eu à le tuer plusieurs fois sur la toile parce que beaucoup, son état de santé qui était vraiment dégradé, beaucoup l'ont annoncé ces derniers jours. Pour moi, chose qui n'était pas le cas, et bien voilà, donc le 9, il a donc définitivement, on va le dire ainsi, il a rendu l'âme du côté donc de Yaoundé, celui qui aura donc été directeur général de la CERTIVI entre 89 et 2016. Et il faut également noter qu'il était donc ce professeur agrégé en stylistique et rhétorique française en département de lettres modernes française de l'université de Yaoundé 1. Voilà, aujourd'hui, il a donc été mis aux arrêts, voilà, en fin 2014, incarcéré donc jusqu'à sa mort et mis aux arrêts justement pour détournement de deniers publics. Son décès a justement fait le tour des réseaux sociaux. On peut avoir pas mal de réactions qui ont inondé la toile. On parle en première ligne, bien sûr, la réaction du chef de l'État, la réaction et bien d'autres personnes. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que voilà, on ne devrait pas se permettre de faire quand même ce genre de témoignage dans lequel on dit professeur a été ci ou ça, parce que de son vivant, il n'a pas pu être sauvé à temps. C'est ce qu'on reproche au régime en place. Il y a beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a tellement de voix qui s'élèvent, qui disent, chacun dit ce qu'il peut dire. Il y en a qui vont de témoignage en témoignage. Pourquoi n'attendre que ces dernières minutes pour tout dire ce qu'on avait pensé de bien? Quand même, Bobo Bengan, vous aussi, vous avez lu la toile ce week-end, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de réactions autour du décès du professeur Gervais Mendozé quand même. Hein? Tant d'articles quand même de presse. Non, même de son vivant, on lui a témoigné ce qu'on attendait de bien. C'était un personnage sympathique. Le monde le sait. On l'a cité si maintes fois. Lorsque le directeur de la télévision, il avait créé des émissions comme Déviance et tout, pour ramener et pour corriger le délitement social que nous avons. Donc non, de son vivant, je pense que on le lui a témoigné à plusieurs reprises. Je parle du peuple, hein, je ne vois pas de la flagornerie là-dedans. On le lui témoignait, ça, et à merveille d'ailleurs. Mais c'était un personnage sympathique. Que ce soit ceux qui l'ont connu dans les amphithéâtres, conseiller à la présidence de la République ou plus tard, non, il est resté lui-même sympathique. Il est resté un personnage sympathique.
C'est un moment important également pour la République aujourd'hui de témoigner de son amour pour un homme qui a été sympathique, dit bon Bengan Charles Membachou. On a vu également des réactions, on va dire un peu plus surprenantes. D'ailleurs, on va pas revenir sur des noms aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut bien s'attendre aujourd'hui pour la suite? Simplement le rendre aussi un hommage mérité? Il fallait suivre droit de réponse hier. Oui, c'est ce qui a été fait. Pour apprendre M. Michel Ngachou de la part de la voix des personnes quand même autorisées du droit, que véritablement il y a une flangornerie qui s'est organisée tout autour des derniers instants du professeur Gervais Médosé. Ça, n'ayons pas froid aux yeux de le dire, c'était un Mondovision. Aujourd'hui, on assiste à une danse de chacal, des crabes, M. Michel Ngachou, des hyènes, permettez-moi l'expression, qui se retrouvent à faire le vamba, j'appelle à venir danser le vamba sur les réseaux sociaux, en pleurnichant, en pleurant. Oh, il était ça, c'est grâce à lui. Non, M. Michel Ngachou, il ne faut pas aggraver, il faut être froid. Vous avez été longtemps froid, restez froid. Ne changez pas. Devant certaines situations, mieux vaudrait vous taire. Mieux vaudrait vous taire devant certaines situations que d'insulter la mémoire de quelqu'un une fois parti. On voit des photos qui sortent. Il m'a accompagné à l'hôtel. On voit des photos qui... Mais arrêtez ça. C'était là quand je me mariais. Arrêtez ça, monsieur Michel. Ce n'est pas ce dont il avait besoin. Et c'est ça qu'on décrit sur ce plateau. C'est ça qu'on décrit. C'est mauvais en quoi? Non, Bamba. De son vivant, on n'a pas fait ça. Mourir. Au moment où tout le monde disait, ouais, ce monsieur a fait de bien, il a fait de mal plus que qui? On a libéré X, on a libéré Y. C'est dans ce moment que chacun devait témoigner qu'effectivement, même avant d'amener à l'hôtel, vraiment ce monsieur était bien. C'est pas seulement. Laissez-le se reposer. Donc vous validez justement l'approche. Laissez-le. Pour moi, monsieur Michel. Vous l'approche du père de Viglado qui a fait une sortie ce matin en indexant justement quelqu'un en disant mais il est parfois mieux de se taire. Oui, il faut se taire. Devant la mort, monsieur Michel Ngachou, on se tait. On ne dit rien, on contemple en pensant au lendemain. C'est tout, monsieur Michel Ngachou. Je pense qu'il devrait se taire. Vous avez vu, c'est une autre polémique qui est née. Et il y a des vérités qui sont en train d'être dites. Parcourez la toile, monsieur Michel Ngachou. C'est pas moi. Hier, sur droit de réponse, vous avez pu voir comment on a laminé la première personne qui a fait la sortie en histoire de dire qu'il est mort dans l'ambulance du palais. C'est un hôpital de référence. C'est un hôpital de référence. Si vous voulez qu'on entre dans les détails, est-ce que ça, c'est un hôpital de référence? L'ambulance de la présidence. Alors, vraiment, il faut arrêter devant la mort. Vraiment, taisez-vous que de dire du n'importe quoi. Que de dire franchement du n'importe quoi. Son état n'a plu à personne. Personne. Parce que cette opération est perdue à la fin. Est-ce que c'est pas un peu humiliant? On n'a pas vu ce que ça a rapporté. Est-ce que c'est pas humiliant pour le Cameroun, Charles Lamel? Pas seulement. De laisser mourir sa propre famille. Au-dessus du monde. Sa propre famille. Est-ce que vous savez combien de personnes, cette pauvre femme aujourd'hui veuve, a toqué en termes de porte pour demander des aides? Est-ce que vous savez combien de personnes ont rencontré dans le même sérail? Vous savez, je vais vous dire, monsieur Michel Ngachou, ce monde est ingrat. Ce monde est ingrat. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires, on vous appelle. Quittez l'antenne 2 jours, monsieur Michel Ngachou. Vous n'aurez même pas un coup de fil. C'est vrai. Ce monde est ingrat. C'est très vrai. Alors pourquoi attendre à la fin pour venir faire des salamalek? Non, on se tait. Et on garde, c'est votre passé, c'est votre vécu, c'est vos souvenirs, gardez-les. Rendez simplement hommage à l'homme, M. Michel Ngachou. Vous aurez dû le faire de son vivant. Et quelqu'un a eu à chanter, témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour venir faire, et dans tous les cas, vous voyez ça sur la toile, pour venir faire des salamalek. Merci beaucoup, Charles Membachou. Oui, il n'est pas content, c'est évident. Personne d'ailleurs n'est content. Non, mais attendez, pourquoi vous mettez les témoignages au jour des obsèques? C'est différent. Ben, vous savez, chacun c'est différent. Non, dans ce cas, moi je crois que dans ce cas, vraiment, ça ne tient. On met ça dans ce registre parce que ça ne tient pas. Le son vent n'a rien fait parce que, même parlant de cette vraie fausse grâce présidentielle, voilà. C'est après que la flamme se soit embrasée par rapport à son état de santé. On l'a vu vraiment mourant. C'est quand tout le monde récupère sur la toile et tout, qu'on dit par la suite que non, il aurait obtenu ci ou ça de la présidence de la République. À quelle heure de sa vie? À quel moment? À quel moment? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des choses importantes. À quel moment on peut comprendre qu'il y ait, j'allais dire, certains gens qui n'apprécient pas. Mais ne pensez pas, alors la parole ou le micro qu'on a, ce n'est pas un pistolet.
Ce n'est pas un pistolet. Les 2 ou 3 personnes qui se sont engagées publiquement à le défendre, on l'a fait ici, par exemple, vous ne savez pas ce que ceux qui l'ont aidé souffraient intérieurement ou quelles actions. Mais on ne peut pas leur interdire non plus de témoigner qu'il m'a aidé, ceci, il m'a payé l'école. Est-ce que le survivant, ils ont mentionné d'accord. cela? Bon, vous n'êtes pas... on va sortir ce débat. Il est un personnage connu. On sort de ce débat justement. Mais justement, le fait d'être reconnaissant. Vous savez, vous avez parlé d'un enfant tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle dans les physiques africaines le quantum d'état, c'est-à-dire la multiplication des énergies, surtout des énergies positives. C'est-à-dire, pourquoi on écrit des œuvres autobiographiques? C'est les témoignages qu'on fait, on aurait voulu qu'il soit sauvé par le système qui l'a servi. Le système l'a broyé. Bon, on sait. D'accord, mais maintenant, moi je vous la pose personnellement, ma question, permettez. Lorsque vous avez chanté les louanges de quelqu'un toute votre vie, et que cette personne justement soit, excusez le terme, votre bourreau entre guillemets, jusqu'à vos derniers jours, quelle image vous avez vis-à-vis de cette personne-là? Ça ternit l'image du Cameroun, ça ternit l'image, vous avez parlé de bourreau, ça vous montre que vous êtes ingrat. Voilà. Simplement. Mais justement, ça n'enlève pas à celui qui l'a payé l'école de dire que ouais, ce monsieur m'a payé l'école. D'accord, merci beaucoup. Alors Dominique Audrey, permettez Dominique Audrey, qu'elle donne son point de vue quand même, parce qu'elle aussi, elle a vu défiler sur la toile ces nombreuses images et ces nombreuses photos. Oui, bien sûr. Et moi, j'épouse Charles Hamel aujourd'hui dans ce qu'il dit. Mais avant de le dire, je souhaite simplement mes condoléances à la famille éprouvée pour cet homme qui a été mon professeur de stylistique linguistique à l'université de Yaoundé 1. Oui, c'est là-bas que j'ai connu cet homme avec sa petite voix. Il ne faisait pas d'effort. Vraiment, si vous bavardez au fond là-bas, ça vous engage. Vous allez vous taire pour l'écouter. Il laisse au Cameroun un certain nombre d'essais, d'œuvres également. Forêt illuminée, suivi de boules de chagrin. Voilà, le retraité, énormément de choses. Voilà, vous n'avez pas que Ferdinand Oyono. Oui, il a soutenu sa thèse justement sur Ferdinand Oyono. Il a énormément fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Mais maintenant, ce que Charles Hamel est en train de dire, c'est que, vous savez, les hypocrites ont une image à préserver, à tenir. Et l'histoire des larmes de crocodile, c'est quoi? C'est que beaucoup pensent que lorsque le crocodile mange sa proie, il pleure parce qu'il souffre, il est peiné de manger. Mais en fait, c'est la joie qui font qu'il coule des larmes. Les larmes de crocodile, c'est pour ceux qui l'ont broyé. Pas pour ceux à qui il a rendu service. Sauf que toutes les personnes qui viennent témoigner aujourd'hui ne le font pas simplement parce qu'il leur a fait quelque chose. C'est puisqu'il faut sauver les apparences. On se serait attendu à ce que lorsque les Camerounais lambda, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent rien dire, on dit vraiment, ne serait-ce que si on ne peut pas l'évacuer, qu'on le mette dans un hôpital où il peut recevoir des soins le temps qui lui reste à vivre, on se serait attendu à ce que ces gens aujourd'hui qui font mine de pleurer adhèrent, parlent aussi avec des gens. On ne va pas empêcher les gens de penser qu'ils sont des hypocrites. Vous avez dit, dans la mort, on s'était. Quand quelqu'un vous venez pleurer, vous ne dites rien. Un autre vient et dit, il m'a payé le livre. Un autre vient et dit, il ne dit rien. C'est comme ça, c'est la séparation. On va se taire et on en profite encore ce matin. Permettez, je vous en prie, on adresse toutes nos condoléances. Je vous en prie, Bombok et Dominique Audrey. Chacun sauve les apparences. Je vous en prie, Dominique Audrey et Bombok, je vous en prie. On adresse encore toutes nos condoléances à sa famille, parce que c'est la famille qui est touchée aujourd'hui. Aux gens qui l'aimaient vraiment. Et les gens qui l'aimaient avec un vrai cœur. Oui. Et nous, on n'oublie pas que nous aussi, très jeunes, à travers la télévision publique, sa chorale, on a aimé plein de choses. Ouais. On a aimé ses émissions, on a aimé ses films comme Ta File. C'est comme Ta File. Le Revenant également. On a tous aimé tout ça. Donc vraiment, merci. Merci pour le service rendu à la nation. Lors de la venue du pape au Cameroun, mais imaginez ce que ce monsieur, je crois que c'était un temps fort. Même en Afrique, je n'ai pas vu ça. Il n'y en avait pas, Charles. À travers les actions. Mais faut pas oublier. Il a su trouver. Mais n'oublions pas simplement que tout ce qu'on fait se paye. Il ne faut jamais oublier. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a un lettre qui parlait du méchant. Est-ce que les méchants pensent à ça? Merci beaucoup. Allez, autre sujet rapidement, Isabelle Carole.
Autre sujet, on parle bien sûr du Covid-19. Voilà, est-ce que désormais tous les Camerounais sont à l'abri? Dans tous les cas, peut-être bonne nouvelle ou mauvaise pour certaines. Dans tous les cas, il y en a qui l'accueillent comme une bonne nouvelle. L'arrivée donc à des premières doses de vaccins au Cameroun. Oui, désormais les vaccins sont là. On voit donc ces vaccins qui sont donc accueillis donc du côté de l'aéroport. Je ris de la tête que certains font sur ce plateau. Dans tous les cas, sachez que les vaccins sont là. Voilà, Sinopharm. Voilà. Des vaccins donc, qui auraient été offerts par la Chine, ces premières doses donc, qui sont arrivées bien évidemment au Cameroun. Et le gouvernement insiste encore sur le caractère non obligatoire, vraiment. Ça vaut mieux. Non obligatoire. Non obligatoire. On insiste encore là-dessus en rappelant bien sûr que le personnel de santé aussi reste prioritaire à recevoir ces premières doses de vaccins. Parce que, bien sûr, c'est eux qui doivent ça ne passe pas. La pilule est amère. Et il faut le dire justement qu'on force. Pour vous, elle est amère. Non, elle est amère. Quel est le vaccin que le Cameroun administre au personnel de santé ou administrera au personnel de santé? Qui a validé ces vaccins? Quelles en sont, bien sûr, leurs origines? Que cherche le gouvernement en faisant passer des vaccins sous silence aujourd'hui? Ne doit-on pas davantage aiguiser notre méfiance et celle du peuple camerounais dans sa majorité face au silence complice des élus de la nation? Qui a validé ce vaccin? Permettez-moi d'ajouter une question que monsieur m'a posée. Quelles seront les répercussions physiques de ce vaccin à long terme dans 10 ans? Qui a validé ce vaccin? Qui a validé? Il s'agit de quel vaccin aujourd'hui? Parce qu'on a eu... On nous a parlé d'AstraZeneca, qui à un moment donné a été supprimé. On n'a pas de Sputnik 5. Non, ça n'a pas été supprimé, on a changé de nom. On a changé de nom. Mais pas la molécule. Juste merci. le nom. Ah, juste le nom. Merci beaucoup, Chalamel. Donc, on a commencé à AstraZeneca, à un moment donné, il y a un changement. On est revenu à Sputnik 5, qui, dit-on, n'a pas été validé. Et plus tard, on attendait le vaccin chinois au Cameroun. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui, disons-le, qui a validé ces vaccins pour qu'on les impose aujourd'hui au Camerounais? Charles-Amel, votre appréciation est attendue. Est-ce qu'il se pourra d'abord vacciner? Tu vas vacciner quand? Vous avez la réponse. Mais le caractère reste toujours non obligatoire. Hein? Oui, mais le ministre a dit hier que lui, il est prêt, vraiment, à tout moment, lui, il est prêt à se vacciner. Il est prêt à se vacciner. Oui. Il y a un reportage mené sur une chaîne de télévision internationale appartenant à la francophonie qui fait le tour des vaccinations qu'on a eues en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que ceux qui disent être vaccinés n'ont jamais été vaccinés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment qu'on va à l'encontre de ce que le gouvernement a mis en place, mais on est quand même curieux de savoir quel est le vaccin qu'on met à la disposition des Camerounais. On ne leur dit rien, mais on vous dit que le vaccin est arrivé. Vous n'avez pas peur, vous, bon Bengan? Peur de quoi, du vaccin? Ouais. J'ai peur des gens qui nous dirigent, comme vous parlez de Mendoza tout à l'heure. J'ai peur des gens qui nous dirigent. Le vaccin est arrivé parce qu'à un moment donné, lorsque ce sera stable, l'espace Schengen va exiger que les personnes qui veulent aller dans leur sol soient vaccinées. Alors maintenant, vous avez des types de vaccins. On ne sait pas si c'est le vaccin chinois ou si c'est Nous le vaccin... n'avons pas la possibilité Finalement, de savoir ce qu'il y a dans les vaccins. Nous n'avons pas. On fait donc comment? Mais vous acceptez, vaccinez, vous vous vacciner. Vous faites vacciner sans savoir ce qu'on vous met dans c'est le le corps. vaccin contre le Covid. Absolument. Hein? Absolument. En plus, nous sommes des singes, nous sommes des animaux, nous sommes des cobayes d'expérimentation. Donc on a mis clé de côté, c'est ça. Mais depuis longtemps, le pape lui-même a mis clé de côté. Est-ce que quand l'appelant à ses côtés, pourquoi le pape n'a pas amené les églises d'Afrique à créer un CHU à l'Université catholique d'Afrique centrale? Ça aurait été mieux de créer un CHU. Est-ce que l'Église catholique, qui a la plus grande université d'Afrique centrale, a créé un centre hospitalier universitaire? Pas du tout. Et voilà. Et nous avons le centre Pasteur ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ces vaccins. Nous avons quel laboratoire ici pour dire que c'était ci ou ça? Alors là, c'est bien grave, madame, monsieur. Prenons les messages sur la toile. On parlera d'Equinox Télévision. Oui. Dominique Audrey. Mimi la classe dit: je pense que cet enfant brille d'une honnêteté inouïe. Il a été honnête de révéler à sa maman son refus d'aller à l'école. Il revient donc à cette dernière de dialoguer avec son fils pour qu'il lui donne les raisons et ses aspirations. On a
Le fils de ma voisine a refusé l'école à 14 ans. Il a dit qu'il veut être mécanicien. Aujourd'hui, je vous assure qu'il excelle là-bas. Il y a qu'à y aller. S'il ne fait absolument rien à l'école, pourtant il y va et il passe toute la journée, ça ne peut pas être une crise d'adolescence. Il peut être prédisposé à être autre chose, à être tradithérapeute. Il faut explorer cette piste-là aussi. Esther, aussi longtemps que possible, il faut faire l'école avant de faire une formation professionnelle. Car sans celui-ci, la gestion de votre entreprise sera faite par d'autres qui ne le feront probablement pas aussi bien que vous. Bijou Simon, moi j'ai un enfant avec un garçon qui a fui ses responsabilités. Je suis en même temps le père et la mère, c'est pas évident. C'est même parfois très difficile, mais je reste ferme avec lui, un peu comme pour dire à la mère qu'il faut s'accrocher. Félix Cana, c'est très vague. Que fréquente cet enfant? Quel genre d'enseignement il fait? Il y a plusieurs formations qu'il peut faire. Moi, je pense que c'est juste le mot école qui l'énerve. Parlez-lui de formation, certainement, ça va passer. Dans formation, il n'y a pas école. Non, peut-être si on dit école, ça dérange. Dans formation, il n'y a pas école. C'est d'abord, c'est l'école. Et lui-même, en refusant d'aller à l'école, savait bien qu'il y a des formations. Le fait de dire, maman, je ne vais plus là-bas, je souhaite aller ici, ou jouer au football, être musicien, et être mécanicien. Ça dépend. Voilà. Gladys Dorette dit que c'est très difficile d'élever un enfant seul. J'ai la chance d'avoir l'aide de mes grands frères et de mes petits frères. Peu importe le sexe de l'enfant en période d'adolescence, il faut être présent. Je pense que l'histoire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les diplômes et les stéréotypes. On peut comprendre qu'il ne veut pas aller à l'école, mais il doit avoir des rêves et des projets concrets. Qui n'exprime peut-être pas. Marie-Claude nous dit que... ne les connaît pas. Oui, c'est l'occasion de dialoguer. Césaria Evora disait, Marie-Claude, Césaria Evora disait, maman m'a mis à l'école pour apprendre mon ABCD. Je sais bien mon ABCD, je n'irai plus à l'école. Ça remet en question l'importance de l'école. Merci beaucoup Dominique Audrey, merci à vous madame, messieurs. N'oubliez pas, nous vous le rappelons tous les jours sur cette antenne, les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Et les affaires de tout le monde sont des affaires politiques. Il est important qu'aujourd'hui, chaque Camerounais se pose la vraie question, qu'est-ce qu'on fait pour moi? À quoi justement les textes qui ont été validés dans ce pays m'ont été utiles? Comment comprendre aujourd'hui que nous ayons un code électoral qui soit encore un réel problème pour, on dira, la vie des Camerounais? Si vous ne faites pas la politique en vous disant c'est l'affaire des autres, elle continuera à vous faire et vous continuerez bien sûr à pleurer. Ouvrez les yeux et restons éveillés. À demain.